J'étais en train d'exploser complètement en course ou à l'entraînement. C'est moi qui ai choisi de me mettre dans cette position-là. Bienvenue sur ce nouvel épisode d'Objectif Finisher. Ici, on va parler d'endurance et de performance durable. Je suis Cyril Blanchard, fondateur de l'Institut Santé Mentale Endurance, préparateur mental et athlète d'endurance. À travers cette interview, mon objectif est simple, t'aider à mieux comprendre ce qui se joue dans la tête quand il faut gérer l'effort, le doute, l'incertitude et continuer à avancer. Si tu veux aller plus loin, tu peux retrouver nos ressources dans la description en dessous et rejoindre notre communauté. D'ailleurs, si ce média existe aujourd'hui, c'est grâce à elle, cette communauté de passionnés qui le soutient et le finance en toute indépendance. Je te laisse maintenant avec mon invité du jour. Bonne écoute. Hop, un épisode traditionnel comme je les aime, un épisode immersif, à la rencontre d'eux. Donc aujourd'hui, avec une des jeunes... T'as quel âge ? 28 ans, pas si jeune que ça. C'est pas si jeune que ça en fait. Avec Baptiste, alors Elmenreich de son nom de famille. Moi, la première fois que je t'ai vu, il n'y a pas très longtemps. Et j'avoue, je connais pas le grand monde dans l'univers du trail, mais j'aurais pu te connaître aussi par le ski de rando. J'aurais peut-être pu te croiser en l'air aussi, puisque tu voles ou tu volais. Je volais. Tu as une grande pratique en montagne, assez hétérogène. Qu'est-ce que tu aimes ? Qu'est-ce qui t'attire dans la montagne ? Passer du temps dehors et voir. Et puis l'entraînement aussi, j'aime beaucoup ça, m'intéresser à tout ce qui se fait autour de l'entraînement et voir comment le corps peut progresser via quelle méthode. Et ouais, vraiment, ce qui me fait vibrer, c'est passer le plus de temps dehors. Dehors, entraînement. Ouais, tu es entraînement parce que, rappelle-nous ce que tu as fait comme études, qu'est-ce qui t'a amené ? Je suis ingénieur en mécanique de formation, du coup, ouais, je suis passionné par tout ce qui est objet, tout ce qui est mécanique et par la science aussi, en grande partie. Donc l'entraînement, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi. Ça me rappelle comme ça très vite, je fais pas des comparaisons, mais d'entrée de jeu, l'échange avec Fred, avec notre champion du monde quand même, qui est ingénieur, etc. Et c'est pareil, tout de suite, on sent qu'il y a cette envie de comprendre les process qui nous amènent à la performance. Alors toi, tu parles d'entraînement. Qu'est-ce que tu aimes dans l'entraînement ? T'aimes te faire mal ? T'aimes t'améliorer ? T'aimes quoi ? T'aimes quand c'est comprendre ce qui se passe ? Ouais, plutôt comprendre ce qui se passe. Me faire mal, ça a été le cas par moment, mais j'avoue que, notamment avec la prépa sprint là en ski alpinisme, avec des intensités très hautes et lactiques, j'ai un petit peu saturé, on va dire. Et ouais, donc maintenant vraiment aller me taper dedans, me faire mal, c'est ce qui me fait le plus peur presque, et ce que j'aime le moins. Mais ouais, vraiment comprendre comment fonctionne le corps et via quelle autre méthode que juste se faire mal, on peut progresser. Ouais, parce que tu avais un objectif il n'y a pas si longtemps que ça, d'être qualifié pour les Jeux Olympiques. Exactement, cet hiver. Ski mo, ski alpinisme, ski, comment t'appelles ça toi ? Moi, on peut appeler ça le ski mo, pour ce qui est olympique, et puis ski alpinisme dans sa grande diversité. T'as la avec double les pratique, autres épreuves. Ouais. Double pratique. Et une préférence pour ? Je me suis beaucoup focalisé sur les formats olympiques là, avec l'échéance de l'hiver qui vient de se terminer. Ouais. Mais je suis venu sur le ski alpi pour les grandes courses et pour les individuels, les belles courses en montagne. Et on va dire que j'avais des prédispositions aussi pour le sprint et qui m'ont permis de bien me débrouiller au niveau international. Du coup, moi j'ai fait le choix de préparer un petit peu plus ça. C'était très motivant aussi avec cette échéance cet hiver de tout mettre en place pour essayer d'être de la partie et de découvrir des nouvelles méthodes d'entraînement, plus de professionnalisation. Mais ouais, non, ce qui m'attire le plus, ce qui me motive le plus maintenant, ça reste comme les longs efforts. Les longs efforts. Même si tu avais alors justement, comment tu as vécu cette préparation et finalement le fait de ne pas être sélectionné, pour toi c'était normal, c'est que ton travail qui n'a pas été suffisant, et s'il y avait une seule chose sur laquelle tu t'arrêtes en disant tiens, on a vu Thibaut, on en a vu d'autres qui ont performé en plus, puisqu'il y avait la médaille au bout, qu'est-ce qui t'a manqué à toi pour franchir le cap, ou le petit degré qui te manquait, tu le mettrais où toi le curseur ? On va dire qu'on s'y attendait, parce qu'on savait depuis longtemps qu'il allait avoir que 2 places, et on était 7 ou 8 à pouvoir jouer le deuxième dossard, sachant que Thibaut était déjà sélectionné depuis l'année d'avant via ses résultats des 4-5 dernières saisons. Il n'y avait pas de discussion possible, de toute façon il est au-dessus du lot,
Et en France aussi, on a une grosse densité. On parle de Thibaut Anselmet pour ceux qui cherchent le contexte, et qui a une médaille de bronze en individuel. Et une médaille d'or en relais. Avec Émilie. Comment tu as vécu justement ce moment-là pour toi? Tu l'as regardé, tu l'as pas regardé? Oui, si, toute l'équipe, on est allé à Bormio, on est allé les encourager. Non, ça faisait partie du chemin, comme l'équipe de France appelle ça. On a un peu construit le projet jeu autour du chemin pour y arriver. Donc D'accord. Non, j'ai vraiment adoré la prépa les 2 dernières années. Elles ont été incroyables avec la fédération. Tout a été mis en place pour préparer ces jeux. Et avec beaucoup plus de budget que les années d'avant. Donc c'était quelque chose à vivre. Et ouais, on retiendra surtout le chemin, toute la prépa qui a été faite, les bons moments passés ensemble. Et puis de voir les copains briller. Parce que on reste une bonne équipe de copains quand même en équipe. Et on a de la chance dans ce sport-là de pas trop se tirer dans les pattes. On se soutient tous très bien. Donc c'était vraiment incroyable de les voir briller à Bormio. Dans nos univers d'endurance, il y a souvent aussi les kayakistes. Bon, ça a moins bien brillé, et puis l'actualité dernièrement n'a pas été top pour le monde, pour le côté un peu fédéral. Donc, et on a vu que ça a été, il y a 2 ans de ça, très compliqué. Les résultats, là pour le coup, tu parles d'un esprit collectif, un bon travail ensemble. Mais si on revient sur ma question, toi qu'est-ce qu'intrinsèquement t'aurais pu améliorer? Qu'est-ce qui m'a manqué? Franchement, je saurais pas dire. Peut-être un peu de talent, peut-être. La parinée. Parce que j'ai essayé de tout mettre, de mettre toutes les chances de mon côté, passer beaucoup de temps en salle de muscu, chose que j'aimais pas forcément. Vraiment axer la préparation sur l'effort de sprint, et j'ai eu l'impression de régresser même au fur et à mesure que j'entraînais mes qualités plutôt explosives. Et j'avais des meilleures qualités explosives avant d'attaquer cette prépa vraiment spécifique et exclusive au sprint. Et donc, non, les autres étaient plus forts. Et bon, là-dessus, il n'y a pas photo. Et, c'est... Non, donc aucun regret. Un bon esprit, Baptiste. Mais comme tu dis, c'est aussi cet environnement qui fait qu'un bon esprit. D'ailleurs, il y a qu'à venir à la Pyramenta pour se rendre compte justement de cette convivialité. Tu en as participé à combien, toi, des Pyramentes? Des Pyramentes adultes, on va dire 5, je pense. Et Pyramenta jeunes, un petit peu plus que 5, sûrement. Ouais. Depuis quand? Depuis cadet, depuis les premières années auxquelles on peut participer. Et, j'ai tout de suite été attiré par ça. Et j'avais eu la chance plus petit avant de vraiment me mettre à la compétition. Parce qu'en ski alpinisme, les compétitions commencent à 15 ans, donc c'est pas si jeune que ça. Et j'ai eu de la chance d'être emmené par les parents ou des copains voir la Pyramenta. Et c'est tout de suite ce qui m'a donné envie de pratiquer le ski alpinisme et de faire de la compétition. Cette ambiance, ces paysages, ces parcours. Et il faut venir au col de la Forclaz ou au Grand Mont pour se rendre compte de l'ampleur de la chose. Julien, que tu connais bien, que je salue, parce qu'il me fait confiance pour plein de projets. Donc Julien Michelon, c'est lui qui m'a fait découvrir Inside, parce que j'ai pu le vivre à l'intérieur, c'est-à-dire avec vous, à côté de vous, les dîners, et puis la chambre, ce qui se passe dans l'esprit de la chambre, etc., les massages, la récupération, le sommeil, et puis être ensemble. Et c'est vrai qu'il y a un super esprit, on a les meilleurs à côté de soi. Tu as des figures de style dans cet univers, tu as des personnes qui t'ont toujours impressionné, pour lesquelles tu as du grand respect? Ouais, tous les pionniers, tous ceux qui ont marqué un peu l'histoire de ce sport m'impressionnent et ont quelque chose à donner, ont quelque chose à montrer. Et j'ai beaucoup d'exemples dans le ski alpi, et tous les grands noms, c'est des personnes que pour ceux qui connaissent pas, ou tu le mettrais qui, même si il faut pas faire des jaloux, mais t'as des personnes qui t'ont vraiment aidé, qui t'ont soutenu, toi d'ailleurs, parce qu'en plus il y a ça, il n'y a pas que tiens, je suis admiratif de telle personne, mais là en plus c'est des personnes qui partagent et qui sont là auprès de toi et auprès de vous. De qui t'as le plus appris? D'un peu tout le monde, je dirais. Et puis tu veux pas faire jaloux. Non, mais en équipe de France, on va dire qu'on a de la chance d'être intégré aussi assez jeune avec les seniors. Et j'ai eu la chance, notamment dans mes premières années espoir, de partager la chambre avec William Bombardion, Alexis Sevenek, ou des coureurs comme ça, et avec qui qui étaient des exemples pour moi, et avec qui j'ai pu apprendre. Mais j'ai autant appris aussi avec des plus jeunes, avec des gens de ma génération, mais qui avaient découvert par eux-mêmes aussi d'autres principes. Et donc on apprend vraiment de tout le monde dans ce milieu-là. Chacun a ses petites techniques, chacun peut apporter à l'autre.
Alors vivre un départ, vivre une arrivée ou être au sommet là-haut, donc c'est quoi ce point mythique où il y a tout le monde est peut-être au sommet? Moi j'y étais mais j'ai pas retenu le nom de... C'est le Grand Mont, C'est le vraiment Grand Mont, tout simplement. la croix du Grand Mont, mais la croix du maintenant Grand le public il a plutôt tendance à être au col de la Forclaz, Ah oui? juste en dessous D'accord. du Grand Mont et un J'ai- endroit où on passe Bon. plusieurs fois pour Moi je suis allé là-haut, traverser la foule. il faisait super beau, Ouais. ça a été un moment quand même assez incroyable quoi, effectivement, et on se sent vraiment, vous vous sentez porté à ce moment-là quand tu Ouais, passes ouais, ces vraiment. endroits-là? Bah, justement, les premières fois, C'est l'Alpe d'Huez. Ouais, c'est l'Alpe d'Huez et puis on se fait prendre au jeu les premières fois. J'ai souvenir en étant cadet d'avoir eu les larmes et de vomir passer le moment de foule parce qu'on on s'écoute plus, on n'écoute plus les sensations et on a tendance toujours à accélérer au moment de traverser la foule. Ouais. Parce que faut savoir que pendant peut-être 10 minutes, on est entouré par la foule, donc tu sors de ce moment-là et souvent tu es en sur-régime. Mais avec les années, tu le gères un peu mieux. Et ça, c'est le goût de sang dans la bouche ou vomir d'effort, c'est des choses qui sont déjà arrivées. Moi, ça ne m'est jamais arrivé ce truc-là. Non, étonnamment, ça m'est arrivé que là à ce moment-là. Ouais, Ah ouais, mais ça t'est arrivé une fois, Ça quoi. m'est arrivé une fois. Mais le goût de sang dans la bouche, non, non, j'ai jamais trop connu. D'accord. C'est peut-être là justement ce que tu disais, c'est ce truc où tu n'arrives peut-être pas à aller. Enfin, moi je le dis pour moi, aller sur des seuils de souffrance ou de tolérance de douleur, je sais pas. Moi, je vais faire toujours du court. Hein. Je suis un pur diesel. Quand j'entends des athlètes qui disent ça, moi ça me paraît trop loin parce que j'y arrive pas. Comme je dis, alors ce que toi tu disais tout à l'heure, c'est je sens mes limites, puis à un moment donné, je suis un plateau et je vais régresser si je vais dans une zone qui correspond pas à mon type d'effort, ma morphologie. C'est ce que tu ressens justement quand tu es sur certains types d'efforts, comme justement le très court, intense. Et on va venir à l'actualité aujourd'hui, parce que quand même, tu as fait une montée sèche de 20 km, là, on est à Saint-Gervais. D'ailleurs, on est bien accueillis au Pure Bar. On les remercie d'ailleurs, parce qu'ils nous accueillent super gentiment. Cet effort-là, c'est quand même. Alors, ça correspond pas tout à fait à ta physio. Comment tu arrives à cerner ça? Tu es quand même jeune, même si tu as une grande expérience. Il y a des choses qui s'acquièrent avec le temps. On va peut-être pas attendre l'âge de Ludo Pomeroy pour pouvoir avoir déjà 40 ans pour gagner un UTMB, ce genre de choses. Comment toi tu ressens tout ça? Comment tu vis ces efforts? Comment tu te ressens? On va dire qu'aujourd'hui c'est quand même proche des 2 heures d'effort, donc on peut pas se permettre d'être à bloc tout le long. Il y a quand même un minimum de gestion. Ouais. Donc c'est un effort qui est plus agréable et que j'affectionne un peu plus, on va dire. Parce que on peut vraiment partir en gestion et sans jamais franchir la zone rouge. Mais comme je te disais tout à l'heure, les efforts lactiques ou les séances vraiment dures, elles m'ont fait une période beaucoup peur. Avant chaque séance, j'y allais un peu à reculons. Faudra qu'on parle de ta peur. Ouais, non, j'essaie de bien la travailler aussi avec des différents prep mentaux. Mais non, je pense que c'est quelque chose qui est derrière moi parce que je fais de moins en moins de séances dures, du coup j'ai adapté aussi. Je te prends pas au piège. Comme on a eu des discussions il y a quelques jours, on va dire, et effectivement, on nous catalogue, moi et Eric Lacroix, comme des préparateurs mentaux. Nous ne sommes pas que des préparateurs mentaux, nous sommes une personne qui nous intéressons à l'autre, très simplement, nous intéressons à l'humain. Mais quand même, je te taquine parce que tu as dit mais la prep mentale, je ne vois pas trop ce que ça peut être, j'y crois pas trop, enfin, je ne vois pas d'intérêt pour moi. Et c'est ok, hein, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais c'est pour ça que je me parlais de te taquiner par rapport à ta peur, voilà, pour ceux qui... Tu fais bien. non, mais voilà. Et si on peut se servir de ce podcast aussi pour toi, sur déclencher des choses, je m'en prive pas, hein. Des fois, j'ai des conversations, je sais qu'il se passe des choses, après on me dit, Cyril, juste d'avoir parlé, ça m'a créé un déclic déjà, j'ai pas besoin d'une séance, ça suffit déjà d'être au podcast avec toi. Et je m'en réjouis de ça. Tant mieux si j'en sors grandi, j'en suis sûr que j'en sortirai. Mais pour ça que si j'arrive à avoir des déclics. C'est pour ça qu'il a dit oui. Qu'est-ce qui t'a fait dire oui d'ailleurs quand tu dis, tiens, Baptiste, ça te dirait si on échange tous les deux? Rencontrer de nouvelles personnes aussi, faut le dire, être mis un petit peu en avant. Mais ce que j'aime bien dans ces efforts-là, on va dire aussi, c'est de travailler on va pas dire ma qualité parce que j'ai toujours eu un petit manque de confiance sur les prises orales et du coup ça me permet de bosser ça. Pareil, il y a 3 ans on m'avait demandé de participer au Live TV8 pour la Coupe du Monde grimpée du Nid d'Aigle ici avec Fred Bousseau, et j'avais accepté justement pour
pour Ça me s'était mettre bien passé à l'épreuve. Et ouais, au final, ça s'était bien passé. Mais... Il t'a pas épargné, il a été gentil avec toi, Fred. Ouais, non, ça s'était bien passé. Mais ouais, c'est vrai, ouais, les prises de parole orales, c'est vraiment un truc où je suis pas très à l'aise. Je te rassure. Et ceux qui nous écoutent le savent peut-être, mais la pire des peurs du monde entier, de tous les gens, là, s'il n'y en a qu'une seule, c'est pas le vertige, c'est pas les hauteurs, etc. C'est la prise de parole en public. C'est la pire des peurs. Donc t'es pas le seul, sois rassuré. Ouais. Et pour le coup, c'est quelque chose que j'ai essayé de travailler aussi en prep mentale parce que ça devenait paralysant presque par moment avec des pertes de vocabulaire et des impossibilités de parler, de dire ce que j'avais envie de dire. Le blanc. Ouais, exactement. Ça arrive. Ça m'est déjà arrivé, figure-toi. Donc si je fais du podcast, moi aussi c'est pour me soigner. Parce que oui, je sais d'où je viens. Et les gens qui m'ont connu petit savent aussi comment j'étais bien timide et bien plutôt taiseux d'ailleurs. C'est pour ça que j'avais essayé de me taire et puis de te faire plus parler toi d'ailleurs. Alors je suis un peu décousu sur l'intro. Aujourd'hui, moi ce qui m'intéresse quand même, j'ai une intention avec toi, c'est rare mais j'en ai une puisque je t'en avais parlé, c'est de pouvoir comprendre un petit peu justement avec cette tes multi-activités. Je il y a une guêpe qui est en train de me rôder dessus. Tes multi-activités, tu vas sur des formats différents et ça pourrait être intéressant de voir justement comment on arrive à déjà alterner l'hiver comme l'été, déjà, parce que c'est déjà un sujet, mais aussi alterner le court et le long. Et des personnes qui veulent faire du plus long parce que c'est quelque chose d'aspirant, parce que comme Camille le disait d'ailleurs sur le dernier épisode, j'ai été la meilleure en 100 km, puis à un moment donné j'ai senti le besoin d'aller quelque chose de plus. C'est pas forcément faire du 100 miles pour faire du 100 miles, mais j'ai eu besoin de tester, de découvrir, de ressentir et après effectivement elle est allée sur cette distance. Donc moi avec toi j'aimerais qu'on explore aussi ça te va? Ouais, ça me va. Mais on va partir là-dessus. Avant, Baptiste, les gens qui ne te connaissent pas, comment tu te décris d'ailleurs puisqu'on a déjà dit dehors, on a dit aller chercher entraînement, c'est que tu es un ingénieur, mais plus globalement, qui tu es, d'où tu viens, familial, etc. Quel est ton parcours? Ouais, assez simple, je suis né à Salanches du coup dans la vallée, j'ai grandi et fait mes armes à travers plein de sports différents. Petit, j'ai toujours été un peu touche à tout, à la fois à l'extérieur, à passer du temps en forêt, construire des cabanes et faire plein de sports différents aussi. Tous les ans je changeais un peu de discipline pour voir ce qui m'attirait. Et l'école, j'ai toujours eu des facilités, mais ça n'a jamais été trop mon truc. En tout cas, dans l'école en général, avant de se spécialiser dans des formations plus qualifiantes et plus sympathiques. Et puis j'ai suivi un peu mon père et mes oncles qui faisaient déjà du trail et des courses de ski alpinisme. C'est eux qui étaient à l'arrivée là? C'est mes oncles qui étaient à l'arrivée. C'est tes oncles qui étaient d'accord. Exactement. Et ils m'ont jamais forcé, on m'a jamais poussé. Et je suis allé à mon rythme, mais j'ai toujours eu envie de faire comme eux, les voyant partir des week-ends sur des courses de ski alpinisme ou des courses de trail. Ça m'a tout de suite donné envie. Et l'effort, j'adorais ça, la montagne aussi. Et puis à côté de ça, j'ai toujours été aussi bricoleur, inventeur, on va dire. J'ai toujours eu cette fibre de fabriquer des choses. T'es plus bricoleur qu'entrepreneur, parce qu'on va en parler, t'as créé des entreprises, ça qui est sympa aussi. Mais t'aimes bricoler, t'aimes te servir tes mains pour faire créer des choses. Exactement, okay. J'aime fabriquer, toucher. Un petit, je récupérais tout ce que je pouvais, matériel électronique qui marchait plus, et je gardais tout dans des boîtes pour recréer d'autres systèmes. Et puis c'est vraiment mes deux passions, les inventions, bricolage, mécanique et le sport. On t'a déjà trouvé sur le concours Lépine, non, à Paris? Concours Lépine, non, j'ai jamais. Avec le sport, justement, c'était toujours compliqué d'y aller, mais si, j'aurais bien aimé y aller. J'avais participé plus jeune au concours Innové de Sciences et Vie Junior, que j'avais remporté en 2015, peut-être, dans ces années-là, et qui m'a permis aussi d'investir dans ma première imprimante 3D, dans du matériel un peu plus pro pour bricoler, et ce qui m'a permis de lancer ma marque de lampe frontale aussi un peu plus tard. D'accord, c'est venu comme une évidence un jour de créer un produit parce que les autres ne répondaient pas à tes attentes, à tes besoins, c'était trop cher, c'était pas assez technologique. Qu'est-ce qui t'a fait créer un produit par rapport à, si on fait une étude de marché, pourquoi sortir toi un produit qu'est-ce qu'il y avait de différent? Pour les lampes frontales, c'était très simple, ça faisait déjà quelques années que je bricolais, et en ski alpinisme, il y a beaucoup de courses populaires qui se déroulent le soir après le boulot, des montées sèches. Avant, il y avait un gros circuit en Haute-Savoie qui a plus ou moins disparu. Mais du coup, des courses à la frontale, et plusieurs fois, je me suis retrouvé dans le noir au milieu de la verticale, au milieu de nulle part.
Et en essayant plusieurs frontales, toujours un peu le même problème. Et C'est pas le problème. des lampes peu performantes et qui n'avaient pas une durée de vie très longue. Et du D'accord. coup, je me suis dit, avec ce que je sais faire et en bricolage, je me suis dit pourquoi pas essayer de me fabriquer ma propre lampe frontale. Et puis de fil en aiguille, les copains étaient intéressés, ça commençait à plaire et tout l'entourage m'en demandait. Donc 2017-2018, j'ai lancé Be-Light, ma première entreprise de fabrication de lampes frontales. Et puis ça a duré pendant 6 ou 7 ans. Il y a deux choses. Tu crées un produit et de ce produit-là, tu dis on peut faire une industrialisation. On peut non. Industrialisation, justement, ça, c'est ce qui a posé problème et c'est ce qui m'a fait arrêter parce que j'avais pas envie de consacrer ma vie que à ça. Le sport prenait vraiment une grosse place et j'avais envie de tester mes limites en sport. Et c'était le moment, c'était le bon âge aussi pour... une fois que tu es dans la bonne voie en sport, tu peux pas te permettre d'arrêter, c'est dur à y revenir, alors que ça, la fabrication, le développement de produits, c'est quelque chose que j'aurai le temps de gérer plus tard. D'accord. Donc c'était très artisanal pendant toute ma période d'études et justement je touchais pas trop terre parce que quand j'étais pas à l'entraînement, j'étais à l'école, ou quand j'étais pas à l'école ni à l'entraînement, j'étais à fabriquer des lampes frontales et à gérer l'entreprise. Du coup pas simple pendant quelques années, et une fois que j'ai fini les études, j'ai voulu souffler pendant mon temps et j'ai lâché un peu l'activité. Parce que oui, c'est à gérer une entreprise, donc il n'y a pas juste créer un produit, il y a le vendre, le marketing, tout ce qui est autour du produit, du market, tout ce qui tourne autour, et puis stockage, la fabrication surtout, parce que c'était à la main et une par une les lampes, donc c'est quelque chose qui était assez chronophage et qui prenait beaucoup de temps. Et pareil, passer des soirées à souder dans la chambre avec des odeurs d'étain toute la nuit, je savais pas trop si c'était bon aussi pour la santé. Donc petit à petit, j'ai donc là, c'était mode artisan, mais ça te fait découvrir l'entrepreneuriat et les difficultés aussi à industrialiser un processus. Donc tu as mis ça entre parenthèses. Tes études. Ce qui est cool aussi avec l'entrepreneuriat pendant les études, c'est qu'il y a des dispositifs aussi adaptés. Et j'ai pu participer à des petits bouts de formation sur l'entrepreneuriat aussi, et j'ai eu l'occasion de faire mon stage de fin d'études d'ingénieur chez moi sur mon projet lampe frontale. Donc j'étais assez libre, et puis à côté de ça, pour le sport, c'était cool aussi parce que je dépendais de personne. Je pouvais, pendant mon stage, aller m'entraîner un peu quand je voulais, donc c'était chouette, et puis de pousser un peu plus le projet. T'étais ton propre patron. Exactement, mon propre maître de stage. Mais ton propre maître de stage. Et tu disais des personnes qui t'accompagnaient, des mentors, avec le statut étudiant-entrepreneur, on avait accès à plein de petits bouts de formation, pour apprendre à développer un peu plus son projet entrepreneurial. D'accord. Quelle école tu as fait alors, tu dis J'ai fait un DUT en génie mécanique et productique à Annecy, et après j'ai enchaîné avec Polytech, une école d'ingénieur à Annecy, qui était pas trop loin des montagnes. C'était assez pratique. Avec le statut haut niveau aussi, ça permettait d'être dispensé d'assiduité. Donc ça, peut-être pas trop en parler, mais Ah ouais, c'est pas comme ça qu'on le dit en général. Non, on va étaler un peu plus. Non, mais du coup j'en profitais peut-être un peu trop, surtout sur la fin où j'avais plus trop le goût de l'école, du coup. Je me posais pas trop de questions pour faire sauter un cours pour aller m'entraîner. D'accord. L'école buissonnière, et ça t'a permis quand même d'avoir ton diplôme. Ouais. Comme je te disais avant, j'ai eu la chance d'avoir des bonnes capacités à l'école, donc j'avais de la chance de pouvoir me permettre de pas trop faire d'efforts, on va dire. Même si après le DUT, pour le coup, c'était vraiment passionnant, avec des profs hyper intéressés et hyper bons, et j'ai passé 3 super années où j'adorais apprendre, tout simplement. Et l'école d'ingénieur, c'était un peu plus théorique. J'y allais un peu plus reculons. D'accord, comme quand on se fait des images, on imagine Polytechnique, attention, ça va être trop bien. Polytech. Pardon. Non. Ah oui, sinon, déjà, Polytechnique, je pense que ça m'aurait motivé un peu plus. Mais il fallait faire le choix du ski ou
ou de l'école. Allez, donc non, moi je travaille avec l'école, avec l'UM Lyon notamment, effectivement des parcours adaptés. En général, l'enjeu c'est de pouvoir donner la flexibilité, effectivement, pas trop. Paul Sexa d'ailleurs qui fait les études là-bas, et c'est pas évident de trouver le bon équilibre effectivement entre l'entraînement, les cours et puis tout ce qu'il peut y avoir aussi autour. Hein. La vie familiale aussi, faut pas l'oublier quand même. Donc toi, tu t'es pas trop déraciné, t'es resté quand même dans la région et toujours la possibilité de t'entraîner, que ce soit l'hiver comme été. Je suis très attaché à la région. Et puis, j'ai quelques responsabilités aussi. Je suis président de la section ski alpinisme du club des sports de Chamonix. Du coup, ça demande aussi d'être un peu présent ici pour gérer ça. Alors, tu es président d'une section sportive, D'accord. Ouais, d'une section associative. C'est pas l'association sportive de Chamonix, c'est le club des sports. C'est le club des sports qui organise le marathon du Mont Blanc et je suis président de la section ski alpinisme. D'accord. Il y a une vingtaine de sections au club des sports. Ouais. Tu bosses avec Fred. Ok. Moi, c'est le président le directeur, pardon, qui est passé dans le podcast que je salue aussi parce qu'il y a pas comme quoi c'est marrant. Il y a pas si longtemps, j'ai une petite parenthèse comme ça. J'ai découvert une passion entre lui et moi qui était Ben Harper. Voilà, on s'est retrouvés sur un concert guitare en scène du côté de Saint-Julien et voilà, je me retourne et qui je vois le jus. Il me dit quelque chose. Fred compte. C'était marrant. Donc ok, donc ça aussi c'est des responsabilités quand même. Donc t'as des personnes avec lesquelles aussi tu dois collaborer pour amener. Il y a combien de personnes qui sont dans la section? Exactement. Bon, on est un peu plus de 60 licenciés, mais après il y en a beaucoup qui prennent leur licence juste pour faire les courses et qui participent pas trop à la vie du club, donc ça reste quand même une petite section et avec peu de moyens, on va dire, et peu de vie associative, donc c'est pas non plus une grosse mission, mais ça demande toujours de participer à des réunions, d'être par là dans le coin si le président il est pas là et d'essayer de créer des projets pour pousser un peu là. Donc tu es attaché à la région comme tu disais, et pourquoi plus Chamonix d'ailleurs? C'est plus qu'est-ce qu'il y a de plus là-bas j'ai eu mes premières licences sportives, que ce soit en trail ou en ski alpinisme à Chamonix. C'est là-bas que j'ai tout appris, et puis Chamonix, ça reste la capitale du trail et du ski alpinisme de la montagne. Et c'est un environnement qui me plaisait beaucoup aussi, et puis je suis athlète chamonniard depuis une dizaine d'années maintenant, donc même si j'habite plus forcément à Chamonix même, je reste très fier de ses racines. D'accord, il n'y a pas de querelle entre Saint-Gervais et puis Chamonix. Non, après j'essaye de passer aussi beaucoup de temps à Chamonix. C'est jamais évident, on en reparlera peut-être en off de ça, mais c'est vrai que pour avoir des compagnies des athlètes effectivement qui sont enracinés dans une région, mais effectivement ils s'entraînent sur d'autres endroits, et puis après c'est pas évident, c'est de trouver son empreinte entre deux, et puis finalement de trouver sa place, et puis d'être soutenu, comme tu disais tout à l'heure aussi, d'être soutenu. Toi aujourd'hui d'ailleurs, quelles sont les marques qui te font confiance dans ton projet, alors qui t'ont fait confiance par rapport à ton projet olympique et puis ton projet aujourd'hui? D'ailleurs, avant d'y répondre à cette question, tu la gardes bien, mais c'est quoi ton projet aujourd'hui? Mon projet, c'est de découvrir un peu de quoi je suis capable sur des formats plus longs et de pouvoir continuer à vivre de ma passion, toujours passer du temps dehors et de continuer à progresser. Ce qui me plaît vraiment, c'est de voir, encore une fois, de voir un peu les limites du corps, et pour l'instant, j'ai l'impression d'avoir encore beaucoup à apprendre, donc et de découvrir des nouvelles choses. Cette année là je me suis lancé, on va dire, un peu dans l'ultra, encore pas des très longs ultras, mais j'ai en tête des projets un petit peu plus longs, et donc partir à l'aventure, vivre des aventures, on va dire, puisque sur des formats courts c'est pas la prépa, ça peut être des aventures, mais le jour de la course c'est différent. T'aimes dans la course côté un peu plus long, qui fait que tu te sens en mode aventurier, découvrir des choses, explorer. Courir de nuit, partir sans vraiment savoir de quoi le corps est capable. Typiquement là sur le 90 km du Mont Blanc, j'avais jamais fait plus de 55 km, donc je savais pas comment le corps allait réagir. Autant au 60e je pouvais complètement exploser, et donc partir avec des questionnements et des incertitudes,
c'est très enrichissant aussi. On va voir les questions que tu t'es posées, les réponses que tu as trouvées. Donc ton projet se clarifie par rapport à ce qu'on est en train d'échanger ensemble et pour les gens qui te découvrent. Mais justement, comment, puisqu'on parlait, j'allais venir sur les marques, mais le but n'est pas de les nommer, ou si tu veux, sens-toi très libre, mais comment les gens qui t'accompagnent finalement arrivent à suivre ce processus évolutif qu'est le tien, ou finalement... alors tiens, je te taquine, mais il y a 2 ans, il fait les Jeux Olympiques, 2-3 ans, 2-3 ans, il fait les Jeux Olympiques à ski, mais en même temps il fait du trail, et puis en trail il fait du court, et maintenant il fait du long. Il sait pas ce qu'il veut, on sait pas, tu vois, c'est cliché évidemment, toi tu as quelque chose qui est évolutif, donc, et puis quand bien même il n'y a pas de cohérence, chacun fait ce qu'il veut, mais comment tu arrives à toi à trouver ta place là-dedans, et puis à inscrire des personnes dans cet écosystème, et des marques, des partenaires, Chamonix, la ville de Chamonix, le club des Chamonix, pardon. Ouais, non, là, même la commune. C'est la commune qui aide. Ouais. Non, pour ça, j'ai la chance d'avoir des partenaires de longue date qui me font confiance et qui me suivent pour l'athlète que je suis et pas forcément pour ce que je fais à l'heure actuelle. Alors, j'adore ta réponse. Parce que là, on touche à l'identité. C'est ce que j'imagine du pourquoi ils me suivent, mais c'est... Ouais, c'est l'histoire. L'histoire s'est construite un peu comme ça depuis assez jeune avec la plupart des partenaires. Et puis c'est pour partager aussi. Enfin, il y a eu des beaux moments de vie de partager avec ces partenaires. Et ouais, je pense que au-delà de l'athlète qu'ils aident, ils aident aussi beaucoup l'humain et la personne. Et typiquement avec Qu'est-ce qu'ils aiment chez toi? Ça, faut leur demander, mais... Le fait que, de ce que tu dis, a priori, tu es quelqu'un de fidèle, puisque ça dure, donc la durabilité. J'imagine des réponses. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Pareil, le fait que je sois un peu complet, un peu touche à tout, la polyvalence, mon côté aussi ingénieur qui peut permettre aussi de développer des produits ou avec d'autres, mon partenaire nutrition Baou par exemple, comme je suis très intéressé à la nutrition et à l'entraînement, ça peut permettre aussi d'apporter un œil extérieur sur du développement produit et puis peut-être aussi de comment je mets en avant les différents produits sur les réseaux sociaux avec ma petite touche créative, on va dire. Et c'est ça qui peut plaire. Alors moi je m'autorise un petit feedback comme ça. Ça vaut ce que ça vaut, tu en fais ce que tu veux. Mais quand j'étais avec Eric, on était en train on était donc sur la dernière montée du 90 du Mont Blanc. Et en fait, il y a un truc chez toi qui n'est autrement pas. Certains non, sans doute, mais il y a un truc chez toi dans ton regard qui fait que tu captes les gens. Je sais pas si on t'a déjà dit, mais t'es quelqu'un d'assez captivant. Donc pourquoi je crois savoir? Parce que tu es quelqu'un de curieux, si je dis pas de bêtises, et ta curiosité envers l'environnement et envers les gens fait que tu vas aller chercher le regard des autres et aller te connecter à l'autre. Exactement, on en a un peu parlé aussi du sourire et tout ça après la course. Mais je pense que c'est quelque chose d'assez naturel chez moi. J'ai besoin de comprendre ce qui m'entoure, de voir, toujours dire bonjour en montagne, de sourire parce que on dit toujours que l'effort aussi est plus facile en souriant, mais c'est quelque chose qui est assez naturel chez moi. Je suis de nature heureuse, on va dire, et même au fond du trou, quand on s'est croisés justement, pour la petite anecdote, vous m'avez dit que j'étais le plus frais, que j'avais l'air d'être le plus frais à ce moment-là, et j'étais juste au fond du trou, et j'étais en train d'exploser complètement. Donc je vous avais fait la petite remarque, non, j'étais sûrement pas le plus frais là, que j'étais au bout du rouleau. Et après on en est venu à parler du sourire, mais même au fond du trou, en course ou à l'entraînement, c'est moi qui ai choisi de me mettre dans cette position-là. Même en ski de rando, parce que là, quand même, on voit qu'il y a des seuils de souffrance encore plus durs. Moi, je trouve le ski de rando, c'est vachement dur, justement, quand tu te lances sur des formats un peu plus longs où c'est pas les mêmes douleurs, tu souffres différemment. Mais c'est pas la même intensité, c'est quand même un peu plus doux. C'est des douleurs un peu différentes, mais le ski de rando, c'est très dur. Et sans parler du froid, de la technique. Ce que tu as vécu le moment dont tu parles, le 90 du Mont Blanc, par rapport à une pyramide où tu es au bout de 3 jours et c'est 3 ans dans le dur. Pyramide, ça va encore, c'est pas des efforts trop longs, c'est des parcours assez faciles, on va dire.
ça reste technique, mais c'est des... Ah ouais. C'est pas de la haute montagne et pour le coup, j'ai pu faire la Mezzalama il y a 3-4 ans maintenant. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais c'est une course de 6 heures, enfin de plus de 4000 mètres de dénivelé qui se fait à très haute, à 4000 mètres. On passe 6 heures à 4000 mètres d'altitude et là pour le coup c'est horrible. Tu et là subis. tu souriais? Je souriais parce que j'étais avec les copains, mais c'était pour essayer de faciliter un peu l'effort, mais tu passes 6 heures horribles au froid, à avoir le mal de l'altitude et d'être à bloc tout le long. T'as pas le droit. Pas le droit au repos parce que en ski alpi c'est très élitiste et en trail on arrive à se permettre de passer un peu de temps au ravito, de s'arrêter 1 ou 2 minutes, mais en ski alpi on n'a jamais le temps de se reposer. Le seul moment où on est à l'arrêt c'est pour faire la manip, il faut aller le plus vite possible et chaque seconde est bonne à prendre, donc ça aussi c'est très dur de jamais avoir de temps de repas. Moi j'ai un immense respect pour votre pratique parce que franchement là, moi je viens du triathlon, donc on pourrait se dire bon il y a aussi les transitions etc, la technique, mais quand je vois ce que vous faites sur les transitions, enfin tout, je suis admiratif vraiment quoi. L'intensité de l'effort et en même temps c'est pas sur 1 heure, c'est quand même sur des 3 heures voire plus quand même, puis enchaîner 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et là tu me dis tout à l'heure sur un 90 là où on te croise et là t'es vraiment au fond du trou. Je peux pas imaginer que je peux pas imaginer par rapport à ce que tu dois vivre sur ce type d'épreuve. Comme quoi c'est relatif en fait. Mais toi t'es dans ton environnement aussi et là t'étais dans une zone aussi où tu devais un peu inconnu, mais c'était il n'y a plus rien qu'à aller là, comme si j'avais un coup de chaud, j'avançais plus d'énergie. Mais en ultra, ce qui est bien, c'est qu'on arrive vite à se refaire en ralentissant un peu. Et au final, une quinzaine de minutes plus tard, c'était déjà presque oublié. C'était derrière. Alors pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce sourire, forcément s'ils nous écoutent en podcast, ils ne verront pas, mais si vous allez sur YouTube, on le verra. Et vous pourrez d'ailleurs dire si effectivement, là il est en stress, mais ça se voit pas, il sourit. C'est peut-être moins le cas en vidéo, mais pendant l'interview, mais on va dire que j'ai plus le sourire en cours. Bon, si on revient un petit peu sur ton histoire, ce qui te fait avancer, et puis les gens qui t'accompagnent, comment tu as créé justement une équipe autour de toi dans ce projet global, et puis après on va pouvoir aller, effectivement pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie de savoir comment on passe du 20, 30, 40 km ou 1 heure, 2 heures d'effort à bien plus que ça, voir comment tu as fait cette transition, comment tu as préparé ça, mais de façon globale, comment tu t'organises toi, deux questions, comment tu t'organises dans ta vie, déjà aujourd'hui, à ton âge, et puis c'est quoi ton équipe autour de toi? Mon organisation actuelle, c'est très simple, je me fixe pas forcément de planning, mis à part pour l'entraînement, mais j'aime bien vivre un peu au jour le jour, me lever le matin quand j'ai envie de me lever, si je traîne au petit déjeuner ou je dois bosser pendant 2 heures avant d'aller m'entraîner, ça m'arrive souvent de partir à midi, afin de décaler complètement ma journée, mais ce que j'aime c'est avoir cette liberté là, vraiment de faire les choses quand j'ai envie, et c'est ce qui me définit le mieux. C'est de pas trop se prendre la tête et faire d'avoir cette liberté. De quoi du coup des envies et, Tu te lèves le matin en fonction de la météo, en fonction de ton énergie. On va en venir par rapport à mon entourage et comment je suis entouré dans le sport. Mais maintenant je fonctionne tout seul au niveau de l'entraînement, donc j'essaye de réfléchir à un plan cohérent sur la semaine pour préparer l'objectif. Mais si maintenant que je fonctionne comme ça, si un jour j'avais prévu une séance d'intensité et que j'ai pas une grosse motivation, pour le coup j'adore aller m'entraîner, donc c'est quand même assez rare ces moments-là, j'ai plutôt tendance à en faire trop que pas assez. Mais vraiment, ou si un jour j'ai prévu une sortie cool mais que je me sens très bien, je me dis pourquoi pas placer une intensité. Et à l'heure du repas à 13h parce que j'ai bossé un peu avant et j'ai tout décalé, je rentre à 15h et puis j'ai aucune obligation derrière, donc pour ça c'est plutôt cool. La flexibilité. Dépendre de personnes et de faire les choses à mon rythme. En respect de ton rythme.
Et pareil, on va venir aussi sur ton écosystème, ton environnement. Mais alors comment tu manges pareil? C'est-à-dire que est-ce que tu vas dire tiens, ce matin je me réveille, j'ai pas très envie de déjeuner et puis je vais Non, pour ça quand même. Aussi du fait que je m'intéresse beaucoup à la nutrition, je sais ce que je dois apporter au corps aussi. Et non, là, je suis quelqu'un de très gourmand et qui adore manger. J'aime bien cuisiner aussi, donc non, c'est surtout les horaires qui peuvent être décalés, mais sur ce que je mets dans l'assiette, non, c'est réfléchi. Ah ouais, on va en parler de ça alors. Parce que oui, ceux qui te connaissent savent qu'il y a eu... c'est Be-Light. Be-Light pour les lampes frontales et Run Booster maintenant pour le planificateur nutritionnel. Et donc il y a une autre entreprise qui est née entre-temps, Run Booster. On va en parler. Et puis pourquoi d'ailleurs, pourquoi cette idée est née, pourquoi d'une idée naît quelque chose. Quoi, vous allez découvrir au cours de cet épisode. Mais c'est aujourd'hui, t'as pas d'entraîneur. Ouais, non. T'as pas de préparateur mental. Non plus. Pour en revenir à l'écosystème, j'ai eu de la chance aussi d'avoir un coach très jeune. Enfin, dès que j'ai commencé vraiment à vouloir faire un peu du haut niveau, d'abord en course à pied, j'ai été accompagné par un coach, et puis après avec la fédération de ski, là on a toujours été bien accompagné, et puis de mieux en mieux justement avec l'arrivée des jeux, et notamment ces 2 dernières années où on était vraiment au top de l'optimisation, et on avait vraiment des intervenants de tous les domaines, et ça c'est quelque chose qui était vraiment chouette. Après, niveau kiné, médical, j'ai de la chance de jamais avoir trop de pépins, donc aussi j'ai un suivi médical, on a le suivi au niveau obligatoire, et là ces dernières années j'ai eu des soucis, notamment de syndrome des loges, et que j'ai dû faire traiter, et que j'ai été très bien accompagné avec le médecin de la fédération. Et après en suivi kiné, j'ai jamais eu trop de problèmes, donc ça j'ai pas forcément besoin. Et en prep physique et en entraînement, j'ai eu la chance d'être accompagné pendant 7-8 ans par Simon Gosselin et par Rémi Rivet ces 3 dernières années sur la prep physique. Et donc j'ai énormément appris avec eux, et c'est d'ailleurs des très bons copains. Il y a une super relation qui s'est créée avec eux, mais là j'avais besoin, après ces 2 dernières années de projets olympiques où j'ai vraiment tout mis en œuvre, et j'ai presque un petit peu saturé d'avoir un plan trop carré, et je commençais à bien me connaître. Du coup j'avais envie d'explorer mes limites un peu plus seul, et en allant vraiment toujours à mon rythme, et faire un peu plus au jour le jour. Tes données, tu suis un peu tes données toi-même. Tu vois, j'ai le Whoop au poignet pour suivre un peu les données de récupération et nocturne, pour faire l'entraînement en fonction. Si les jours de fatigue ou de forme, on change un petit peu au dernier moment. Mais puis les données d'entraînement, je suis aussi passionné par... J'imagine. Faire après la séance d'entraînement, je vais regarder un peu tout ça. Là pour le coup, sur le marché, il y a ce qu'il faut, t'as pas besoin de créer quelque chose? Non, ça pour le coup, sur la donnée, on commence à avoir des très bons équipements. Il y aurait toujours des données en plus qu'on aimerait avoir, mais... Qu'est-ce qui te manque? Des données de puissance un peu plus qualitatives, que ce soit précis. À pied ou en ski, précis. Après, tout ce qui est données de glycémie, de lactate et tout ça, d'avoir des infos en direct, ça pourrait être aussi... plein de petits trucs à ajouter. Mais si on revient sur ton poignet... droit. Si ta nuit a été moyenne, tu vas mettre plus de flexibilité sur ton entraînement, tu vas adapter? Ça peut arriver, mais très rarement, mais c'est aussi beaucoup pour déceler les petites maladies. Quand tu vois que tu commences à tomber un peu malade, le bracelet va le dire un peu en avance au niveau de la température la nuit. Et puis pour le retour à l'entraînement aussi, quand tu passes une période un peu fatiguée, ou quand tu es pendant une maladie, les données vont me permettre de savoir quand je peux reprendre un peu plus en intensité, et de faire attention à ça, parce que des fois on se sent bien 2 jours après la maladie, mais quand tu vois que ta variabilité ou ta fréquence cardiaque nocturne est encore super haute, ou fréquence respiratoire élevée, tu prends un peu plus le temps que juste si tu t'étais écouté. Donc aujourd'hui, tu vis de quoi? Des partenaires comme... c'est 100% de tes revenus aujourd'hui, c'est des partenaires? 85% on va dire. Du coup, ma nouvelle activité me génère des tout petits revenus pour l'instant, mais pour l'instant j'ai la chance de compter sur de nombreux partenaires qui m'aident à vivre de ça.
D'accord. Et ça te met ça te stimule, ça te met un peu la pression, ça... Ben, là, ça m'a mis un petit peu la pression parce que en fin de cycle olympique, on va dire, c'est ce que j'avais vendu plus ou moins à mes partenaires, et il y en a quelques-uns qui, on va dire, qui réduisent ou qui changent un peu de pas d'ambition mais de direction, et du coup là pour le coup pour l'hiver qui vient, je risque d'être un peu plus sur la paille, mais non, j'ai de la chance de toujours avoir des partenaires fidèles qui me suivent, et puis là avec mes résultats de début de saison entre elles, j'espère bien que ça suffira pour être tranquille pour l'été prochain. Tu es en transition du coup, puisque dans le trail, je pense qu'il y a effectivement une belle histoire aussi à raconter, autre que les Jeux Olympiques, quoique on en parle aussi, avec les Jeux Olympiques, ce sera pas pour 2030 en tout cas. Ouais, mais, peut-être, mais pour l'instant j'ai pas envie de trop penser à ça, j'ai envie de me faire plaisir en trail, en ski l'hiver, et puis on verra si la forme est assez bonne l'année d'avant peut-être pour se remettre dans le projet là. Mais par rapport à la nouvelle discipline qui vient d'arriver, non? Ouais, par rapport à l'individuel, c'est sûr que le sprint, je me vois pas refaire 2 ans, c'était incroyable, mais je suis arrivé à saturation, et ça sera, je le referai pas pour 2030, mais ouais, on verra dans 2-3 ans. Pour l'instant, j'ai pas envie de penser à ça. T'as déjà une saison à couvrir là, des choses à faire, mais exactement. Quand même, quand ça a été annoncé, là, le fait qu'il y ait une épreuve, comment on l'appelle, ski alpi, c'est super, parce que c'est ce qui représente vraiment le mieux ski alpi. Normalement, on aurait dû l'avoir en 2026, mais ça a sauté quelques mois après l'annonce, et donc un peu dommage, mais bon, ça a fait une belle petite mise en lumière de la discipline pour les non-connaisseurs. Et c'était toujours bon à prendre, mais là maintenant, pour 2030, on va pouvoir montrer des plus belles choses. À suivre alors. En attendant, il y a une saison estivale à bien remplir, donc elle a plutôt bien démarré pour toi. Donc 90 du Mont Blanc, comment ça s'est passé? Nutrition, il y a des choses que tu es en train de faire, on va en parler aussi. Mais dans ton plan d'entraînement, puisque c'est vrai que depuis le début de l'année, c'est toi. Oui, depuis janvier en gros. Depuis fin janvier, je m'auto-entraîne. D'accord. Comment tu t'es réorienté? Comment tu as planifié différemment? Qu'est-ce que tu as fait quelles ont été les nouvelles optiques dans ta programmation? Alors déjà, si on prend le calendrier, comment tu as coché des cases? Quelle course? En te disant, je vais faire du plus long, mais peut-être pas trop pour l'instant. Comment ça s'est passé déjà? Je savais que je voulais venir sur plus long, et le 90 du Mont Blanc, c'est le club qui l'organise, et c'est une course qui me fait rêver aussi. Peut-être pas autant que l'UTMB fin août, mais ça reste quand même un parcours c'est un parcours très montagne, technique, et ça, autant ça me plaît plus qu'un UTMB, mais après la ferveur de l'UTMB donne aussi beaucoup d'envie. Mais ouais, je m'étais dit, le jour où je commence l'ultra, ça sera sûrement sur celle-là. Après, ce qui est compliqué avec le marathon du Mont Blanc, c'est que c'est très tôt dans la saison. Préparer un 90 km quand tu finis mi-avril ta saison de ski, c'est pas facile, d'autant plus une saison que tu prépares à fond pour le sprint, pour des efforts de 3 minutes. Mais en gros, on avait notre période de sélection olympique qui se terminait mi-janvier à peu près. Et donc fin janvier, on savait si on devait continuer à préparer les Jeux jusqu'à mi-février, ou si on pouvait changer un peu d'objectif. Et du coup, une fois que j'ai su que c'était pas possible pour les Jeux, j'ai commencé à remettre des entraînements un peu plus longs, aller moins souvent à la salle, faire moins travailler l'explosivité, mais sans trop courir, parce que là, jusqu'à mi-avril, j'avais des objectifs. Donc l'idée, c'était de conserver un petit peu de footing. Ça s'est bien passé d'ailleurs, ta saison hivernale, même s'il n'y a pas les JO. Pour le coup, j'ai beaucoup préparé les sprints, et c'est là-dessus que je me suis le moins bien débrouillé, on va dire, dans la saison. Et petit à petit, j'ai commencé à avoir des très bonnes sensations sur les efforts plus longs. Et j'ai fait un bon début de saison à sprint sur décembre, mais après, ça très vite. À partir de janvier, après, j'ai plus réussi à trop concrétiser. Et les efforts longs, comme c'est bien revenu, c'était une saison quand même satisfaisante.
C'était Et puis quoi ça- ton meilleur moment de saison sur ski de rando cette année, ski alpin? Bon, il y en a eu plusieurs, hein, mais le retour, bah déjà, il faut savoir, comme j'ai Je eu le dis ski de syndrome... randonnée, parce que c'est une balade, du Non, coup non, c'est ouais. un ski alpin. C'est quoi, on l'utilise aussi, Ouais. ce mot-là. Mais ouais, comme j'ai eu le syndrome des loges, ben, je pense aussi notamment dû à... Tu nous expliques ce que c'est le syndrome des Ouais, loges? ben, le syndrome des loges, c'est la loge autour des muscles. Souvent, ça concerne un ou deux muscles, les releveurs ou à l'avant du tibia, mais c'est la loge autour de chaque muscle qui est trop petite pour le muscle, et le muscle il est en permanence comprimé dans sa loge, et du coup il y a des problèmes de vascularisation, Ouais. il peut plus se contracter comme il veut, et ouais, problème de circulation. Ça crée quoi, des crampes ou ça crée Ça peut créer des crampes à certains moments de l'effort, mais t'as les jambes qui répondent plus, j'avais l'impression d'avoir des poteaux à la place des jambes, j'avais plus aucune sensation dans les jambes. Des sensations comme ce matin où tu as des bonnes jambes, tu peux en mettre, tu sens pas trop la dureté de l'effort. Ça, pendant 2 ans, je connaissais plus, j'étais au rupteur tout le temps, les jambes le cardio qui montait plus du coup, parce que c'est les jambes qui coinçaient. Et du coup, j'ai subi une petite opération en mai de l'année dernière pour laisser un peu plus de place aux muscles, ouvrir les loges des 4 muscles de chaque mollet. Donc, et ça m'a fait un peu revivre aussi, puisque en sprint, ça me dérangeait pas trop, mais dès que l'effort dépassait 5-10 minutes, l'effort devenait vraiment pas agréable, et c'était vraiment mental. Essayer de continuer à forcer, mais obligé de réduire l'effort. Et du coup, là, j'ai repris beaucoup de plaisir sur des efforts que j'avais plus l'habitude de prendre plaisir ces 2 dernières années. Et ça m'a remotivé à repartir pleine balle vers ce type d'effort. Période compliquée, et finalement après derrière ça fait du bien de retrouver les sensations. Ouais, ça fait vraiment du bien. Et puis j'avais en tête le 90 depuis Déjà la raide période de sélection des Jeux. Et du coup j'ai refait 2-3 grandes courses, la Pyramenta, la patrouille des glaciers, les courses individuelles un petit peu plus longues que les sprints, pour commencer à retravailler les qualités aérobiques que je n'avais plus beaucoup travaillé ces dernières années. Et puis je m'étais fixé aussi un objectif de 10 km début avril justement, pas pour faire une perf, mais vraiment pour m'obliger à courir à plat au moins une fois par semaine, parce que je pense que courir à plat à des intensités tempo assez élevées, ça prépare très vite les muscles des mollets, et ça permet de reprendre vraiment la prépa une fois la saison de ski terminée, avec les mollets déjà prêts, et pouvoir mettre des kilomètres assez vite. Et du coup ça m'a vraiment bien aidé aussi, je pense. Damien Imbert, ça te parle? Ouais, ça me parle très bien. Tu sais qu'il est très curieux, et je fais un point en direct, mais n'hésite pas à échanger avec lui sur ce qu'on vient de se dire. Et puis Damien, si tu entends, n'hésite pas à échanger, parce qu'en fait ça c'est des sujets sur lesquels justement courir à plat, etc. Il a plein de choses à raconter. Pour le coup, lui, il a fait la patrouille aussi en même temps, il a fait la patrouille aussi. Il a surperformé à la Transvulcania quelques semaines après, donc il a bien géré ça. Il est comme toi dans cette recherche de compréhension de l'entraînement, etc. Donc, vous connaissez, mais sur ce sujet-là particulièrement, comment le plat, le 10 km, etc. peut apporter un plus ou peut apporter des limites aussi. Il a bien exploré l'année dernière et revisité son entraînement, parce que comme toi, il fait son propre entraînement, même s'il est à nouveau aidé et accompagné. Mais on échange beaucoup avec Damien sur ces sujets-là, et comme quoi finalement pour apprendre à se connaître, parce que la finalité c'est d'apprendre à se connaître soi. Tu disais ton corps, pousser son corps, mais pour le comprendre encore un peu mieux. Et donc là, tu es en faisant ces explorations, donc tu avais planifié le 90 km. Sur la seconde partie de saison, tu as d'autres épreuves prévues là? Ouais, là, je veux pas faire que du long, parce que je sais que pour le corps, c'est pas forcément super, et surtout pour une première année. Et je veux quand même rester en bonne santé le plus longtemps possible. Et je veux continuer à conserver ma vitesse aussi, qui me permet d'être compétitif en ski alpinisme. Du coup, là, l'été, il est plus basé sur des courses montagne un peu plus courtes. Et pour finir sur la MCC fin août. Donc, à nouveau, un marathon qui est encore pas trop long, mais du coup, je base plutôt mon été là-dessus. Et en mi-septembre, je veux refaire un long du même style que le 90 pour refaire une deuxième expérience et pouvoir espérer d'avoir un petit ticket pour CCC ou UTMB l'année prochaine, pour passer encore un cap et un cran au-dessus. D'accord. Donc on voit à peu près où tu nous emmènes dans ce projet.
maintenant qu'on voit un petit peu où tu vas, ou qu'on devine où tu vas, même si tu as des courses qui ne sont pas encore partagées ou officielles, et tu as bien raison de le garder pour toi pour l'instant. Sur le 90 km qui s'est quand même pas si mal passé, il y a un passage à vide, mais globalement le résultat est très satisfaisant, encourageant. Qu'est-ce que tu avais mis en place là sur mai, puisque tu as dit avril, la saison se termine, mais il n'y a que le mois de mai, il n'y a que 3 semaines, quasiment, j'allais te dire un mois, entre la fin de ta saison hivernale et puis ce 90. Qu'est-ce que tu as fait? Moi, le principal, ma grande interrogation, c'était est-ce que j'allais être prêt musculairement, parce que je sais que j'ai fait le Trail des Aiguilles Rouges, par exemple, en 2021-2022, où c'est fin septembre, 55 km, et j'avais eu bien borné l'été, notamment avec des traversées ou des projets un peu avec les copains en itinérance, et je savais que sur une fin de saison, je pouvais être prêt musculairement, mais j'ai toujours l'impression de mettre du temps à être prêt. Et il faut vraiment que j'accumule des kilomètres. Et du coup, c'est ce qui me faisait peur. Et 3 semaines avant 90 km du Mont Blanc, j'ai participé au Trail du Gipat sur le marathon du Bargy, donc un 45 km et 2005 de positif, 3000 de négatif. Et en fait, j'ai pas eu mal aux jambes de la course. J'étais souvent sujet aux crampes plus jeune, peut-être aussi à cause un peu d'un syndrome des loges. Mais là, j'ai eu 0 crampe. Je suis arrivé au bout de 45 km tout frais, les jambes intactes. Donc je me suis dit, à 3 semaines du 90, je me suis dit, finalement, c'est bon, je suis prêt musculairement, donc c'est très bien. Tu t'es rassuré à ce moment-là? Ouais, ça m'a bien rassuré côté distance, côté musculaire. Pourtant, entre la patrouille des glacés, il y avait combien de temps entre les deux? Il y avait 2 mois et demi entre le 90 et la patrouille des glacés. Oui, alors, moins les 3 semaines du coup. Ouais, un mois et demi après la patrouille, c'était le 45 km. Mais en gros, je me suis mis à... Enfin, ça n'a pas été facile parce qu'il a beaucoup neigé encore en mai. Et c'était pas toujours facile d'aller faire des grandes sorties, mais je me suis imposé d'aller faire du long à plus basse intensité, faire des sorties de 40-50 km, et puis au fil du temps je voyais que ça passait tout seul. Je rentrais de 40-50 km avec 3-4 000 de dénivelé où je me sentais assez frais, et ça devenait ça devenait aussi facile que des footings d'1 heure par exemple, donc j'ai commencé à être confiant de ce côté là. Et après, étant donné que j'ai beaucoup bossé la très haute intensité tout l'hiver, je m'étais dit là pendant 2 mois, plus de très haute intensité, juste des allures spécifiques 90 du Mont Blanc, donc du tempo, un peu d'intervalle proche de SV2, mais jamais plus haut. Ça, c'était plus la peine. J'ai couru sur les flancs de montagne début mai pour faire dernière vitesse avant le 90, mais du coup c'était quasi 2 mois avant. Et j'y suis allé sans trop de prépa d'ailleurs, mais au moins ça va terminer le cycle de vitesse, et après c'était full plaisir sur des endurances et du tempo. Et tu trouves du plaisir justement dans le fait que ce soit plus tranquille entre guillemets? C'est pas frustrant? Ouais, non, beaucoup de plaisir parce que tu peux te tracer des beaux tours en montagne, tu peux manger un petit peu plus aussi quand tu rentres, et ça j'adore me faire plaisir sans culpabiliser. Donc après ces efforts-là, tu peux toujours t'autoriser les bonnes choses, et non, vraiment la prépa ski, c'était aller s'entraîner pour se faire ses intensités en bord de piste, faire un parcours avec des manips et tout ça, donc très cadré. Là, c'est 100% plaisir, vraiment. Tu pars des longues heures sans objectif, juste de rester à faible intensité. Tu regardes ce qui se passe autour, les animaux, la montagne. Non, c'est ce que j'adore aussi dans le sport. Je sais pas, moi quand on me dit ça, je pense souvent à Xav parce que c'est un voisin, et parce que lui, tous les jours, le voir faire les mêmes choses, les mêmes endroits, etc. Il s'ennuie jamais en fait. Alors moi j'avoue, je fais du triathlon, j'aime bien avoir différentes pratiques parce que j'ai le sentiment personnel, c'est peut-être une fausse croyance, que si j'étais comme toi ou comme Xavier ou des personnes comme ça à faire alors peut-être que tu fais pas toujours le même circuit, mais Xavier, je sais pas si tu connais où il habite, c'est globalement il va faire toujours le même circuit quoi. Il y a quelques variantes, on est d'accord, mais il y a ce plaisir continue de faire toujours un peu les mêmes choses, les mêmes rythmes, et puis ça peut durer 3 heures, 4 heures, 5 heures, etc. Je m'ennuie pas.
Moi, j'avoue que bon, j'aime ça, mais j'ai une tendance à. Alors, je dis ça pour que ceux qui nous écoutent se retrouvent un petit peu entre ce que tu vas dire toi et puis des fois des fausses croyances. Hein. C'est chiant de courir comme ça longtemps. Non, je sais que moi, quand je suis attaché à un endroit autour de chez moi, je serais capable de presque faire tous les jours la même chose. Non, pas tous les jours, mais après, d'habiter dans la vallée du Mont-Blanc, il y a tellement de diversité. Tu peux soit aller dans les Fils, soit dans les Aiguilles Rouges sur Cham, au côté massif du Mont-Blanc. Tu peux aller dans le Val-Montjoie, tu peux changer à 15 minutes de la maison, tu peux faire 15 000 trucs différents. Mais après, moi, je sais que j'aime bien ne pas trop prendre la voiture et ça aussi, ça m'apaise et c'est quelque chose que j'ai l'impression d'être plus en phase de partir, même s'il faut faire souvent le même tour. J'apprécie de pas trop toucher à la voiture. Ouais. Et faire ça à côté. C'est naturel pour toi, tu le fais pas pour pas une question de culpabilisation, c'est naturel pour toi, c'est comme ça. Ouais, non, et puis ça reste magnifique, hein, même si c'est toujours le même tour, t'as toujours la super vue sur le Mont Blanc, t'as toujours les belles montagnes autour. Ouais, j'aurais une petite colline à côté de chez moi, proche d'une grande ville, j'en aurais peut-être très vite marre, mais ici, là, tu t'ennuies jamais. Donc tu t'ennuies pas à ce rythme-là, SV2, tu as ton pacing, tu le respectes, c'est ok et ça passe bien. Et sur la ligne de départ, comment tu te sens? Justement, j'ai essayé de partager un peu ma préparation. Je sais pas si tu as vu sur les réseaux sociaux, mais j'ai fait une petite série de Reels. Alors, j'ai vu que tu faisais une série. Ouais. Et franchement, pour préparer. Je suis pas trop. C'est plutôt ma femme qui est assez réseau et qui regarde. Moi, je regarde peu. Alors, je poste, je publie. J'ai une agence qui fait ça, mais je regarde peu. Dans une série, t'as vu. En fait, je regarde pas trop. Mais je vais demander à Laurence de te suivre comme ça. Il est sympa, il sourit tout le temps. Et les endroits sont sympas, donc comme ça, on va raconter. Mais t'as fait une série, effectivement. J'ai essayé de documenter un peu ma prépa, mes interrogations, mes peurs et tout ce que je faisais autour. Et puis, comme je disais au début, c'était la distance qui me faisait peur. Près musculairement et plus je me suis rapproché, plus ils annonçaient chaud la canicule autour de la course et là c'était une autre inquiétude parce que j'ai jamais bien réagi à la chaleur. Enfin sur les efforts courts, dès que tu passes une certaine température corporelle, moi je sais que j'explosais très régulièrement à cause de la chaleur, mais là sur un effort de 90 il y avait encore le fait que l'intensité était plus faible, donc tu mets un peu plus de temps à monter en température, donc c'était peut-être un peu plus gérable, mais c'est ce qui me faisait peur sur la ligne de départ et j'ai essayé d'axer aussi la prépa des 10 derniers jours sur de l'entraînement à la chaleur. Qu'est-ce que ça fait? Pour aller courir couvert, pantalon, doudoune, gants, bonnet, sous 30 degrés pour habituer le corps un peu à... Tu peux nous expliquer pourquoi tu fais ça? Tu t'es renseigné pour... Ouais, je me suis renseigné. Là, c'était vraiment dans un but d'acclimatation, plutôt que beaucoup le font dans un but de performance. Et perte de poids, certains. Parce que dans les sports de poids où il faut faire le là, cut. C'est pas le sujet. Non. Là justement, fallait bien faire attention à... Et qu'est-ce que tu avais lu là-dessus, justement, comme type de préparation pour que les autres... Ah tiens, mais je savais pas. Effectivement, et pour en parler avec certains des gens que j'accompagne, effectivement, c'est un vrai sujet. Et des fois, on oublie un petit peu et puis on paye cash en course avec des pannes sèches, en fait. Et le cerveau qui n'est pas irrigué, tu vois, et qui ne comprend pas parce que c'est pas acclimaté à la chaleur. Il y a des études, justement, qui sont montrées par Grégoire Millet et tout un tas d'autres recherches comme ça. Donc, on peut aller du côté de Lausanne pour voir les études qu'il fait. On peut aller aussi à Prémanon. À Prémanon, on partage aussi toutes ces études-là. Mais qu'est-ce que tu as retenu? Équipé d'une thermoroom. Voilà, qu'est-ce que tu retiens de ça justement? Et comment tu as eu cette perspicacité 10 jours avant de dire je vais m'y préparer? Comme tu dis, j'ai eu des très mauvaises expériences à cause de la chaleur en course depuis que je fais de la compétition. Donc c'est vraiment un truc qui m'inquiétait et je savais qu'il fallait que je fasse. J'ai jamais trop apprécié tout ce qui est travail en salle, tout ce qui est travail un peu difficile, justement comme l'entraînement à la chaleur. C'est des choses pas agréables où je mets pas forcément les moyens là-dessus parce que j'aime faire plutôt des choses agréables. Et en fait, ça m'a surpris. Là, j'ai commencé à le faire et je me suis rendu compte qu'au final, c'était moins dur que de rester exposé au soleil sur une plage, par exemple. J'ai l'impression de plus souffrir en étant juste exposé à l'arrêt, à la chaleur que là de courir dehors. Je l'ai pas fait en intérieur pour le coup. Il y en a beaucoup qui le font sur home trainer ou sur tapis. Et moi je préférais quand même aller... Ou dans un sauna comme l'île de Pomereux par exemple quand tu prépares le marathon des sables. Mais là tu es en extérieur, tu mettais un pantalon, tu mettais quoi? Gros pantalon, plusieurs couches, manches longues, grosse doudoune, kawaii. Par combien à l'extérieur? Jusqu'à 35 degrés.
Et alors, Et en écoutant, enfin en regardant vraiment le cœur et en écoutant les sensations pour pas... J'ai fait sans thermomètre, mais normalement il faut éviter de dépasser 39,5 pour pas perdre, enfin pour pas prendre de risques sur la santé et pas créer de la fatigue inutile. Et j'ai fait sans capteur, mais je me fiais plutôt à l'AFC. Dès que je voyais une grosse dérive, j'essayais de rester sous une certaine intensité et sans que ça soit jamais trop difficile. Intensité basse. Ouais, intensité basse. Au début, t'es souvent, pour monter en température, t'es beaucoup en zone 2 souvent pour atteindre vite la température, et puis après tu eu des footings d'une heure, jamais trop long. Je fais un peu de sauna aussi. Et parce qu'en course, souvent quand tu exploses à cause de la chaleur, t'as une dérive cardiaque et t'as beau réduire l'intensité, le cœur il reste super, il reste au plafond et t'as rien d'autre à faire que faut attendre une heure refroidissement. Et c'est long quoi. S'immerger dans un seau de glaçon. Du coup, j'ai essayé de préparer ça pour être avec le moins de doutes possible sur la ligne de départ. T'avais échangé avec quelqu'un ou c'était des lectures? Avec Simon, je reste quand même, mon ancien coach, je reste quand même beaucoup en contact et on en avait déjà bien discuté. Et puis j'ai beaucoup de copains aussi qui ont fait des protocoles chaleur, ma copine aussi qui fait ça après qui maintenant aussi, et qui fait du ski de fond, qui a fait un peu de qui a couru un peu, qui a fait le Nidal il y a 2 ans. D'accord. Mais non, plutôt ski de fond. D'accord. Et donc elle soit après Manon. Elle y est souvent, et puis là justement avec la thermoroom maintenant, il a passé un peu plus de temps, mais du coup ça m'a permis d'être bien conseillé et de savoir ce qu'il fallait faire. C'est pas anodin, hein. Non, faut faire attention, faut pas faire n'importe quoi, parce que pareil, à 10 jours d'objectif, tu peux te cramer complètement, ou tu peux faire de la fatigue inutile. Donc il fallait essayer d'être bien dosé. Mais il fallait peut-être mieux arriver à peine fatigué mais acclimaté que d'exploser dès les premières chaleurs. T'as trouvé ton équilibre, toi, ton dose, c'est une question de dosage. Quoi, Et au final, j'ai pas eu l'impression de trop souffrir de la chaleur pendant le 90. Et c'est peut-être ce qui m'a fait sauter les 3 fois où j'étais vraiment au fond du trou. Mais j'ai presque plus subi sur la première heure de course dans la forêt. Il y avait eu l'orage la veille au soir. On va y venir. Tiens, tu vas nous raconter la course, le départ, la course. C'est génial. Hein. Merci de nous partager ça parce que tu pourrais le garder pour toi. Mais là, je le partage avec les gens, les gens que j'aime bien, etc. Mais là, tu le partages au micro. Donc tout le monde le fait. De toute façon, il n'y a rien à cacher. Il y en a plein qui l'oublient aussi. Hein. Et à ceux qui vont entendre dire c'est vrai, j'ai oublié, j'ai pas fait. Donc là maintenant, il faut avoir le temps aussi pour le faire. Puis une fois qu'on s'est pris le bouillon aussi, on le dit non, plus jamais. C'est pas très agréable celui-ci. Hein. Est-ce que on va parler de nutrition, tiens, pour le coup, parce que toi, tu es aussi quelqu'un qui t'intéresse à beaucoup de choses, on l'a compris, là, mais notamment la nutrition. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, et après on va aller sur la course, mais pourquoi la nutrition a pris une place dans ta vie? Pourquoi tu as voulu t'intéresser plus loin? Et puis après, on va venir effectivement à ce que tu as créé, et aussi, puis après on va arriver sur ta préparation pour les 90 moments. Qu'est-ce que tu as fait d'un point de vue spécifique en termes de nutrition? Je t'ai posé 3-4 questions, là tu les prends comme tu veux et raconte un petit peu toi. La nutrition, comme je te disais, je suis passionné par l'entraînement et par la performance, et la nutrition c'est un grand point de la performance. C'est peut-être un des points principaux après l'entraînement et la récupération. Et ça fait tu mets dans cet ordre-là. Après la nutrition, elle fait partie de l'entraînement, elle fait partie de la récupération. Et je te taquine, le mental on le met à la fin, tout au bout. Dans mon cas, peut-être parce que je t'embête, allez. Il va justifier, m'expliquer. Non, la nutrition, non mais très bien. Et moi, je te rejoins d'autant plus que moi, dans mon évolution sportive, l'entraînement, la nutrition est venue après, et le sommeil, récupération dans le 3e. Ma nutrition, tout de suite, mon référentiel, ça a été Denis Richer et puis Anthony Berthoud. Toi, quelles ont été un petit peu les personnes qui t'ont conduit là-dessus, ou pas forcément les personnes, mais toi, tes propres recherches? Raconte-nous un petit peu cette immersion dans l'univers de la nutrition et micronutrition, peut-être. À la fois la nutrition quotidienne, savoir quoi manger pour bien récupérer, pour bien t'entraîner, et tout ça, et aussi la nutrition de l'effort pour permettre au corps d'être le plus performant possible sur la durée. Et pareil, j'ai été très intéressé par les travaux, par tout ce que peut partager Anthony Berthoud sur la micronutrition et nutrition générale, mais aussi par le monde du vélo. Ils ont été assez précurseurs là-dessus. J'ai eu peut-être la chance aussi d'être copain avec les bonnes personnes qui s'intéressaient ou qui étaient un peu dans le monde du vélo, et qui m'ont donné les clés assez tôt, avant que ça arrive dans nos milieux en trail.
Et là, plus récemment, avec le projet olympique à la Fédé, on a été accompagné aussi sur le versant nutrition, donc qui m'a permis aussi de découvrir encore plein de nouvelles choses. Et ouais, c'est quelque chose qui... T'as 2-3 découvertes comme ça, alors pas des trucs généralistes, mais tiens, j'ai fait ça, des petits tips en gros. C'est pas ça qui révolutionne, hein, évidemment, mais des choses, des petites idées comme ça que tu peux nous partager. Bah, typiquement, là, ce qui me viendrait en tête, c'est... Ça faisait un petit moment que j'en avais entendu parler, parce que j'ai des copains dans le vélo qui m'en parlaient déjà il y a 4-5 ans en arrière, mais là, cet hiver, je me suis prêté au jeu du régime low fiber, on va dire, avant les courses. Réduire un maximum les fibres les 3-4 jours avant la course pour perdre un peu de poids à l'intérieur de l'estomac et ouais, être 1 ou 2 kilos plus léger le jour J, par exemple, sans prendre de risques et assez facilement. Et juste remplacer les aliments fibreux par des... Par quoi, par exemple? Bon, après, les 3-4 jours avant une course, ça va être régime riche en féculents, mais il faut faire attention à quel féculent. Pas prendre des céréales complètes. Et ouais, plutôt aller vers les aliments qu'on conseille pas forcément, mais très transformés et le plus raffiné possible, et vers des céréales sans fibres, plutôt du riz, plutôt éviter tout ce qui est fruits et légumes, légumineuses les 4 jours avant. Et prendre un petit peu de magnésium pour évacuer tout le surplus hydrique à l'intérieur du système digestif. Et puis ça permet d'être plus léger. Tu le sens, toi. Tu as senti en tout cas l'effet sur toi. J'ai senti, c'est des choses intéressantes à pas faire tout le temps, mais pour les objectifs, c'est des petits détails qui peuvent compter à la fin de la course. D'accord. N'aie pas peur, Anthony, s'il écoute, il faut être en fait les vigilances, etc. Il y en a toujours, puisque de toute façon c'est que du bon sens dans l'assiette, mais des fois savoir faire des stress, parce qu'en fait finalement c'est une sorte de stress, tant que il y a un protocole que toi tu testes sur toi, tu le fais par petites doses, et qu'après ça devient pas quelque chose qui est envahissant dans ta vie, c'est-à-dire que j'ai pas l'intuition que c'est aujourd'hui tu régis ta vie que sur ça, quoi. Non, et puis ça reste des gains marginaux, quand on fait quand on cherche le très haut niveau, on essaye de mettre toutes les choses en place pour réussir. Après, je sais que de ce côté-là, il y a une période ces dernières années où j'essaie de tout optimiser, et puis au final je me rends compte que je suis plus posé à faire un peu moins gaffe à certaines choses et à juste... Ça te stresse pas du coup, quand à l'inverse tu laisses un peu de... Non, un peu de lâcher prise et faire ce que les choses principales qui fonctionnent, le sommeil, l'hydratation, la nutrition, c'est déjà les points importants. Mais sans aller vraiment trop profond dans le détail. Sur l'hydratation, pareil, tu as une pratique un peu spécifique Là, quand il fait chaud, j'essaye d'apporter des minéraux après les séances. Je suis quelqu'un qui boit pas forcément assez, je pense, mais j'essaye de me forcer à avoir des apports minimaux. On va santé, on va boire un coup. Mais sur l'hydratation, je suis pas forcément irréprochable, mais j'essaye de combler un peu les pertes en minéraux. Je suis quelqu'un qui sue beaucoup aussi, qui a une transpiration très salée, donc j'essaye de... Des eaux riches en sels minéraux, pas spécialement. Plutôt électrolytes. D'accord. Plutôt, j'ai les eaux gazeuses, au quotidien, c'est pas forcément... J'ai l'impression de faire un peu de rétention aussi, c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie, mais... Ah tiens, ça me fait réfléchir, parce que j'ai l'impression de faire la rétention, et toi tu fais un lien entre le personnel. Je fais de la rétention pour tout ce qui est un peu salé, mais j'ai l'impression que les eaux gazeuses alors que si tu mets des électrolytes, t'as pas du tout le même effet ressenti. Non, pas du tout. D'accord. Ok. Puis alors là, avec la chaleur en ce moment, en plus... c'est pas bon. Je regarde mes pieds, des fois j'ai l'impression d'avoir des pieds tout gonflés. Je vais essayer de faire d'analyser, de voir les corrélations. Sur la nutrition, qu'est-ce qui t'amène du coup à aller encore plus loin, et puis finalement à dire, je veux mettre des métriques, et finalement créer une solution qui me permette de suivre tout ça. Parce que, raconte-moi, ça s'appelle comment? C'est Run Booster. Et c'est comment alors, Run Booster? C'est un planificateur nutritionnel 100% individualisé et gratuit pour les courses. Là, je le pousse un peu
plus dans le trail parce que c'est mon domaine, mais ça marcherait pour tout ce qui est effort d'endurance. Et ouais, comme je m'intéresse à la nutrition depuis de nombreuses années, et puis on entend tout et n'importe quoi sur internet, de moins en moins, notamment avec Anthony Berthaud ou d'autres nutritionnistes ou diététiciens qui essayent de vulgariser un peu le monde de la nutrition, mais on a... Ouais, je pense que le trailer, il a du mal à savoir ce qui est bon pour lui et ce qu'il faut vraiment qu'il fasse en course. Et comme j'adore... Moi, j'ai arrêté Be Light il y a 3 ans, et parce que ça me prenait beaucoup de temps, il fallait que je sois à l'atelier pour tout ce qui est fabrication, c'est chez mes parents, et maintenant je vis un peu plus en autonomie. Donc c'était plus possible de créer L'Emmental, et au bout d'1 ou 2 ans sans projet entrepreneurial, je me suis rendu compte que c'était quand même chouette d'avoir un petit truc à faire et à penser en dehors du sport de haut niveau. Et ça faisait quelques années aussi que j'avais cette idée-là de planificateur nutritionnel, et quand je me suis fait opérer des loges, j'ai été 3 semaines à l'IT. Donc je me suis dit, j'avais déjà commencé un peu sur l'hiver à préparer ça, et là pendant 3 semaines je me suis dit, allez, là faut lancer quelque chose. À la fin des 3 semaines, je lance une première version pour voir si ça m'intéresse, si ça plaît, et puis j'optimiserai, j'améliorerai l'application au fil du temps. Codage, no-code Codage, ouais. Codage, ouais, c'est toi qui codes. Ouais. J'essaye c'est pas ma tasse de thé, mais maintenant avec l'intelligence artificielle aussi, c'est quand même plus facile de coder. Avec Claude, non Non, Mistral, les Français. Mistral. Non. C'est pas vrai. non. Mais ouais, j'essaye de... Enfin, c'est plus facile et plus démocratisé le code. Et c'est quoi la promesse pour toi, déjà pour toi, ton usage à toi, et puis après effectivement la promesse client, mais pour toi? Ouais, aussi je m'étais beaucoup intéressé à une époque où j'avais bossé un peu pour Nolio sur la VAP, et du coup j'ai la vitesse ajustée à la pente, et du coup j'ai eu plein de fichiers un peu pour faire de la prédiction de temps de passage, et notamment aussi avec les UTMB Index et un DSI ITRA. Et donc là la promesse, c'est en fonction du niveau du coureur, de sa course, distance dénivelée, tu t'estimes son temps de course en fonction de ses objectifs. S'il veut faire de la perf, du loisir, ou juste être finisher, ça lui propose une typologie de produits ou des grammages un peu différents, et après il peut choisir s'il a des intolérances, s'il préfère des aliments bio, s'il préfère les aliments les moins chers. Plein de petits critères comme ça. Les marques qu'il préfère, les produits, il peut aussi choisir vraiment les produits qu'il aime utiliser, et après ça lui sort un plan heure par heure avec des conseils nutritionnels, et ça lui dit de l'heure 1 à 2 tu utilises tel produit, et ça lui permet de partir en 5 minutes, d'avoir un plan trail reçu par mail trail pour le moment, mais qui marche très bien, pour une course de vélo. Coup il n'y a pas la possibilité d'estimer le temps, mais si le cycliste sait combien de temps il va mettre, et ça marche pareil comme c'est heure par heure, et ça te permet de partir sur la course sans te poser de questions. Tu achètes ce que le plan te génère, et tu sais ce que tu dois prendre. Pas de triathlon? Si, triathlon, ça peut. Justement, j'ai développé le planificateur nutritionnel de la marque Baou aussi sur leur site internet, où le triathlon est intégré. Tu peux estimer ton temps de natation. Ils sont très demandeurs, les triathlètes. Même si dans le trail, alors je sais qu'il y avait à un moment donné les trailers qui écoutaient ou qui regardaient beaucoup ce que faisaient les triathlètes, parce que je sais pas pourquoi. Moi, je fais du triathlon, donc je me rendais pas compte. Et si, vous êtes super carré, c'est très méticuleux, tout est processé. C'est plus pro depuis plus d'années. Peut-être que ça s'est professionnalisé plus. Notamment avec l'aéro aussi en vélo. Il y a plein de petits détails en triathlon qui permettent d'aller plus vite. Bon, je vais pas dire non, puisque moi j'ai de cet univers-là, mais effectivement, c'est vrai que les gens que j'accompagne triathlon, et globalement, alors plus dans le trail que le triathlon, mais il y a cette appétence pour la nutrition beaucoup plus chez les triathlètes. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça, de pouvoir vraiment prendre les bons grammages, les bons aliments, tout, la bonne boisson, les bons dosages, vraiment ce côté très ingénierie dans le triathlon qui est peut-être moins entre elles, parce que finalement, on verra en fonction des besoins. Mais ça rejoint un petit peu je fais un parallèle entre ce que tu sais toi, parce que t'es quelqu'un qui va écouter tes
sensations, qui va s'adapter, flexibilité, etc. Mais en même temps, il y a beaucoup de process. Comment toi, dans ta personnalité, qui est à la fois sensible à ce qui va se passer et puis m'adapter, tiens, je vais me faire mon entraînement aujourd'hui en fonction de mes aptitudes, mes envies, etc. Mais en même temps, ce besoin de voir un cadre. Comment sur la nutrition, comment tu arrives à bien... Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a une contradiction quelque part entre ce côté très ingénieur et ce côté flex, adaptation. Je pose une question qui n'a aucune valeur, mais comment ça te parle, toi, ce que je dis par rapport à ton appréhension? J'essaye d'être un petit peu appliqué, minutieux, on va dire, dans ces détails-là, mais aussi, plus tu as de connaissances, plus tu peux te permettre d'ajuster en fonction de l'envie, prendre un aliment plaisir qui va t'apporter les bonnes choses. C'est intéressant qu'on arrive à adapter au mieux en fonction des envies et de ce qui est bon au moment venu. Mais non, après, sur les phases de prépa d'un gros objectif, je peux me mettre un petit peu plus d'obligations, mais sinon, dans la vie en général, j'essaye quand même de répondre à l'envie avant de répondre aux obligations. D'accord. Non, mais intéressant, le fait de savoir, de connaître comment on fonctionne, ça permet aussi d'être plus flex. Mais si on est tout le temps flex, en fait, et qu'on se connaît pas, on passe à côté de plein de choses. C'est vraiment la connaissance qui permet d'être flex mais minutieux. Ouais. Et de ne pas s'enfermer dans cette minutie non plus, ce côté un peu rigide, et toi tu retournais finalement à l'envie, quoi. Ouais, exactement. Et ça t'est arrivé des fois d'être trop dans parce que la compétition, parce que la performance et l'enchaînement des courses aussi, hiver comme été, il y a peu de répit, ou des fois je suis dans le trop, quoi, en fait, trop de maîtriser, d'ailleurs on en parlait avec Camille, moi vouloir toujours maîtriser, contrôler, etc. Puis à un moment donné, t'es dans le trop, quoi. Ouais. Comme je te disais, je suis retourné un peu aux fondamentaux. Après, quand tu es vraiment dans une démarche de perf, je sais que j'adorais ça, essayer d'un peu tout optimiser, mais tu peux adorer ça un an ou deux, mais à la longue, après, ça devient peut-être un peu épuisant. Et tu te rends compte qu'en relâchant un peu, tu es toujours aussi performant et la tête est mieux. La tête est mieux comme ça, quoi. On t'a déjà dit peut-être des fois, ta copine, ta famille, détends-toi. Non, pas forcément. T'as pas besoin de te le dire, c'est toi qui t'en es rendu compte. Et puis, non, pas forcément. Ok, sur le Run Booster, t'aides pour préparer ton 90 du Mont Blanc. Exactement. Pour toi déjà, tu le fais pour toi avant de... T'as combien de clients quand même aujourd'hui qui fait cette... C'est pas des clients parce que c'est gratuit du coup. Des clients, c'est les marques qui vont... je propose des offres nutritionnelles, donc 15% chez quelques marques de nutrition et je suis rémunéré un petit peu en échange. Ou là, le planificateur nutritionnel Baou, c'était en prestation, je l'aurais développé. Et puis là, j'ai bossé aussi avec le marathon du Mont Blanc. Pour le 90 km du Mont Blanc, ils ont proposé à la place d'un low finisher, ils ont proposé une meilleure expérience aux coureurs, permettre d'avoir plus de chances de finir leur course avec un plan nutritionnel. Et du coup, j'ai développé un plan spécifique pour le 90 en sachant exactement le temps que chaque coureur va passer entre chaque ravito, en sachant ce qu'il y a exactement sur les ravitaux. Et ça permet pendant 1h33 entre deux ravitaux par exemple, tu vas prendre une barre du partenaire de l'événement, tu vas prendre 3 tucs, tu vas remplir 1 litre de coca ou de sirop, de ce qu'il y a sur le ravito et ça permet de... T'aimes bien les tucs? En cours, c'est pas facile à manger, c'est un peu sec, mais j'aime bien, c'est gourmand. Moi, je suis fan des tucs. J'ai fait mon UTMB avec des tucs, moi. Ça demande un peu de temps à avaler, mais faut pas partir sur une stratégie que tuc parce que non, pas que. Ça risque d'être compliqué. Les touffes chrétiens, comme on dit. Sans faire des religieux ici. Mais ça m'a marqué. C'était il y a 20 ans en arrière, figure-toi. Donc c'est pas d'hier, mais faire un UTMB avec des tucs, et moi, c'est mon plaisir, en fait. Ça me faisait du bien. Non, mais c'est un bon apport en glucides, en sel. Tu l'as intégré dans la... pour le 90 Mont Blanc, là, c'était... D'accord, c'était proposé. C'était pas un joke, quoi. T'avais vraiment... Non, surtout avec les chaleurs, là, t'es obligé d'alterner sucré-salé. Moi, j'ai eu le problème aussi, j'ai voulu partir sur une stratégie 100% sucré et au bout de 4 heures, je commençais déjà à saturer et ça a été dur à m'alimenter sur la fin de course. Donc, c'est quelle marque turque?
Tuc, ben, je sais pas quel groupe c'est, Nestlé, mais je sais pas. ouais, ça doit être un gros du milieu, ouais. Ouais. Je ne saurais pas dire. Non, parce que t'as potentiellement un gros partenaire, là, là, c'est de l'agroalimentaire, attention, là, c'est du lourd, là. Je sais pas, bah ouais, on voit que Pompot, Andros, ils commencent à bifurquer vers les produits d'effort, donc peut-être que Tuc, ils vont proposer une version bah déjà, la mode maintenant, c'est protéiné. Peut-être qu'ils vont sortir un truc protéiné et pourquoi pas un truc d'effort. Bon, bah si on a quelqu'un de la marque là, qui écoute ce podcast, tiens, on va prendre contact avec Baptiste. Comment on te trouve, Baptiste? Tu as parlé de ton Instagram d'ailleurs tout à l'heure. Sur Instagram, Baptiste Elmenreich, sur Facebook, Baptiste Elmenreich aussi, sur Strava, Baptiste Elmenreich. Et voilà à peu près les 3 canaux et LinkedIn aussi, toujours pareil. Les 4 canaux que j'essaye un peu d'utiliser. Bon, il est temps d'être sur la ligne de départ. Ludo Collet. Chers amis, vous êtes prêts pour les 90 jours? C'est parti. Alors, je vais pas faire Ludo. La voix de Ludo est inégalable. Inimitable. Là et tout. La glace à l'arrivée maintenant, en plus. La glace au dul. Tu as mis d'ailleurs dans le plan de récupération, non, non Ben, je connaissais pas encore. Enfin, si, j'ai été invité à la soirée de lancement de présentation, mais non, c'était un peu tard pour le proposer. On va l'intégrer alors. Il faut. Attends, la glace de récupération, puis elle est bonne. Ouais, elle est bonne. Mais après, elle n'est pas sur tous les événements, donc il faut savoir sur lesquels elle sera. D'accord. Elle sera en place. Ludo, sinon il y aura des concurrents, méfie-toi. Donc, il va falloir être présent partout, à faire industrialiser le process. Alors, tu es sur la ligne de départ. Plutôt rassuré par rapport à ce que tu as évoqué notamment sur la chaleur, même si c'est une fragilité chez toi, mais que tu as fait ce qu'il faut avant. Si on prend tu as fait la balance, tiens, je suis prêt pour, et tac, tu as une liste, je suis prêt, et il y a un point, je me sens un peu en fragilité. Si c'est pas la chaleur, c'est quoi? On va dire que la motivation, elle surpassait toutes les incertitudes. Et non, là, j'avais qu'une envie. Ça faisait 2 mois que je pensais à ça. J'avais envie de lâcher les chevaux et de voir, de voir ce qui était possible de faire. D'ailleurs, si c'était à refaire, c'était pour une première. C'était peut-être pas très intelligent de partir comme ça, mais je me sentais bien, tout était ouvert. Alors, j'ai fait avec une signature quand même qui était spécifique, les bâtons. Les bâtons à travers dans le dos, c'était reconnaissable. T'es le seul à faire ça. Tu prends pas des bâtons, ils sont pliants quand même? Non, ils sont pas pliants, ils sont monobrins, c'est plus léger, c'est plus rigide et plus costaud aussi souvent. Les 3 brins, tu peux vite les casser en les dépliant ou quoi. Et là, tu sais que tu seras tranquille toute la course. Et puis comme ils sont légers, tu les sens même pas sur le dos. Donc, on dirait dans un manga, tu as 2 sabres derrière, là, je sais pas, un truc laser, là, je sais pas. Donc on te reconnaît, ça c'est la signature. C'est bien, au moins on t'identifies, on s'est reconnu. Donc c'est les 2 bâtons au départ, c'est Baptiste. Écoute, des fois c'est des petites choses de rien du tout qui font qu'on identifie quelqu'un et puis en fait ça y est, c'est lancé. Trouve-nous un petit manga, enfin un personnage de manga, tu vois, qui a un truc comme ça derrière, un chevalier là. Moi je pense au chevalier du Zodiac, je sais pas du Zodiac, mais bon, c'est des trucs de vieux ça. T'as super envie, tu pars à fond les ballons. À fond, je dirais pas ça parce que quand même je restais en gestion et comme j'avais des super jambes et comme je suis habitué aux efforts courts, c'était facile à suivre la première montée. On dépassait jamais les 1300, 1400 mètres/heure, donc ça restait quand même des allures assez confortables. Et c'est plutôt dans les descentes que ça m'a impressionné. Les premières descentes, j'ai tout de suite été rappelé à l'ordre. Je pensais que sur un effort de 10 heures, les descentes se faisaient en gestion et pour permettre de remonter vite derrière. En fait, on arrive au Brévent et là, ils lâchent tous les chevaux et descendent à fond. C'était impressionnant. J'ai dit pour l'instant, je suis bien, je vais rester dans le groupe. Non, je m'attendais pas à ça. Et puis on était parti à 4 ou 5. Et puis on a quand même descendu un bon rythme, la traversée vers la Flégère, on a fait un bon rythme. Et là ça commence à recoller de derrière, Ben Diman et Baptiste Cotantier qui était un petit peu décroché aussi, qui a recollé. Et Nicolas Gourdon aussi qui a recollé. Et je me suis dit, mais en fait ils descendent tous comme des tarés. J'étais pas du tout préparé à ça. T'as pas peur de la descente, quoi. Non, j'ai pas spécialement peur, mais c'était plutôt dans la gestion de l'effort. Je me disais, en montée, tu peux te permettre d'en mettre. Si t'en mets un peu trop, sur le moment, t'auras le cœur un peu haut et énergétiquement, tu vas plus consommer, mais ça ira. Mais la descente, je me suis dit, si tu commences à casser de la fibre trop tôt dans la course, ça va être compliqué. Et tête au vent, pareil, là, ça repart. Je sens un gel sur la bascule et je perds 20 mètres. Et je descends à bloc toute la descente, j'arrive jamais à recoller.
Et j'arrive au buet, j'arrive à 30 secondes de la tête et je fracassais plus de jambes. Et là, je me dis merde, c'était peut-être. Ouais, je pense qu'en montée, je pouvais en mettre, mais la descente, fallait peut-être mieux la gérer. Et du coup, c'est pour ça. Après, j'ai commencé à arriver dans un passage à vide à émotion. Avec du recul, là, si on fait une parenthèse là-dessus, en termes de stratégie, nutrition, prise glucidique, tu dis il y a peut-être quelque chose à faire la prochaine fois ou non, c'est plus dans l'entraînement que je dois... non, plus dans l'entraînement, bouffer plus de descente. La descente rapide. C'est pas ce que tu as fait aujourd'hui. Ouais, non. Mais vraiment faire des allers-retours en télécabine, même pour la montée et descendre à bloc pour encaisser du dénivelé négatif. Mais puis aussi, j'ai eu l'impression que de faire la descente à bloc, ça m'a un peu brassé le bide. Nutritionnellement, ça a été un peu plus compliqué à partir de là, justement. J'ai commencé à avoir un peu des douleurs au ventre, plus dur à s'alimenter. Et puis j'ai passé un gros passage à vide au bout de 4 heures de course dans la montée des Moissons. Et là, je me suis dit que là, j'avais pas grand espoir de rallier l'arrivée. Je me disais, dans l'état où je suis déjà maintenant, je vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin, quoi. Tu dis vraiment dans ta tête là, je me suis dit, j'attends que ça... Enfin, on va voir si ça passe, mais... Et puis je finirai comme je pourrais, mais quels sont ces indicateurs qui te disent là je suis vraiment au bout, quoi. Il y a tout qui... Il y a plus rien qu'à aller, quoi. Musculairement, j'avais mal à la tête, au ventre, j'arrivais plus à forcer, j'avançais plus, le cœur était haut, et je commençais à plus réussir à manger non plus, et là ça commençait à être compliqué. Et puis après j'ai temporisé, du coup j'ai pris un peu le temps ravito d'émotion, j'ai fait la descente vraiment cool. Et c'est la descente qui me faisait un peu peur du parcours, parce que Simon l'année dernière s'est fait la cheville, abandonné dans cette descente. Et puis on m'en a beaucoup parlé pas en mal, mais en me disant de faire attention. Du coup je l'appréhendais quand même un peu, mais du coup comme j'étais au bout du rouleau, ça m'a permis de le faire tranquille, pas prendre de risques, et à partir du Châtelard après c'est revenu un petit peu. Et pendant 1 heure, ça allait à peu près bien. Avec Nico Lagourdon, on a fait une bonne partie ensemble à partir de là. Et tête de balle, 1 heure après, je répète à nouveau 10 minutes. Heureusement, c'était juste avant la bascule, donc j'ai eu 10 minutes vraiment dans le dur. Après, c'est revenu dans la descente. Et après, pendant 2 heures de temps, c'est revenu vraiment bien. L'énergie, tout qui se passait bien. Et dernière montée, je rattaque pour aller en Montanvert, là pareil, ça à nouveau bien. Et d'un coup, juste avant qu'on se voit, je pense que c'est peut-être les passages au soleil dans les rochers, là, à nouveau gros coup de mou et 15 minutes vraiment à vide. Et passé au ravito, j'ai pris un peu de coca, un peu de trucs qui changeaient, j'avais pas d'assistance là-haut. Et ça m'a permis de repartir sur la traversée à nouveau avec de l'énergie. Et en temporisant pour pas... Les écarts commençaient à être un peu faits, il y avait Nicolas pas loin derrière, et je commençais à avoir des petites crampes aussi aux ischios, aux quadris, du coup ça m'empêchait d'en mettre trop, mais au moins ça me permettait de gérer pour plus avoir de coups de mou, et juste je gérais pour pas que j'en vienne vraiment aux crampes, et que ça mette fin un peu aux ambitions. Et cette dernière descente ? Elle est bien passée, franchement. Justement, j'ai eu la chance d'être frais, l'interminable. Quand tu descends le premier quart d'heure, en un quart d'heure d'écart, t'as l'impression que en regardant Chamonix, que c'est pas descendu, que t'es toujours à la même altitude. Et non, et au final, comme j'ai fait la dernière heure et demie, 2 heures, les 2 dernières heures un peu en bon état, j'en garde vraiment des bons souvenirs de la fin. Et j'ai tout de suite j'ai passé la ligne, je m'étais dit autant j'aurais plus jamais envie de refaire ça, et j'ai passé la ligne, j'avais qu'une envie, c'était de re-signer pour la prochaine. Donc j'en garde vraiment des bons souvenirs, et si j'avais fini dans le dur, ça aurait été peut-être complètement différent, mais... Qu'est-ce qui fait que à 3 reprises quand même t'es pas bien? Qu'est-ce qui fait que tu mets pas le clignotant, parce que t'es limite à le mettre, quoi? Le premier coup j'étais limite à le mettre. Après, plus tu te rapproches de l'arrivée, puis tu vois que derrière c'est loin, tu commences à jouer quelque chose. Au bout de 40 km, tu te dis là, à ce rythme-là, je vais finir 50e si je... si ça revient pas. Alors que plus tu te rapproches de l'arrivée, plus... Et puis je savais que ça allait revenir, du coup. Comme j'avais vécu le premier... l'émotion, franchement, ça... je me suis posé des questions, quoi. J'étais encore loin d'arrêter, mais ça m'a beaucoup traversé l'esprit. Ça crée des discussions. Et donc là, du coup, t'as continué. Et plus ça approche, plus les étapes passent, et plus tu te rapproches, et mieux
moins pire se passent les passages à vide, quoi. Ouais, et puis vraiment de voir le résultat qui était possible de faire aussi. On m'avait dit, non, mais on m'avait dit de pas trop penser au résultat et vraiment de faire ma course. Oui. Mais quand au bout de 6 heures, tu vois que tu es bien installé dans le top 10 et que devant, il y a des chances que ça commence à péter et puis que tu récupères, t'en récupères un ou deux, tu te rapproches et quand tu es 6ème, sur un événement de cette ampleur avec le niveau qu'il y avait au départ, tu te dis là maintenant, faut aller jusqu'au bout comme ça et ça sera une magnifique journée. Mais à un moment donné, la journée s'assombrit, mais finalement, ça se passe quand même vachement bien, quoi. Ouais, franchement, dans l'ensemble, super résultat, bien heureux de cette course. Après, ça n'a pas du tout été linéaire. Je pensais vraiment que ça allait être plus linéaire et je pensais pas que j'allais subir autant sur les coups de mou. Mais ouais, du coup, je pense que c'est encore bien optimisable, mais pour une première, non, ça pouvait être complètement l'inverse. J'aurais pu complètement exploser et pas finir, et là, finir 6ème. En voyant la start list le matin même avec plus de 10 personnes au-dessus de 900 du TMB Index, j'aurais signé tout de suite pour arriver 6ème. Bon, même si en temps, les écarts sont quand même importants avec la gagne. Mais je pense que... T'as eu le temps de débriefer avec Louison, pas du tout Ouais, on a discuté un petit peu, mais eux, ils ont réussi à maintenir un gros rythme tout le long et... T'imagines que ils lui, ont, avec plus d'expérience. Dans ton esprit, là, peut-être avant d'échanger avec lui, tu dis le chrono qu'il a fait, le tien, il n'a pas eu de passage à vide ou tu... Non, tu te dis, pour se tirer la bourre les trois comme ça, tu te dis, ils ont pas dû avoir des gros... Enfin, si, forcément, ils peuvent avoir des passages à vide, mais tu te dis, ça a pas dû durer très longtemps. Mais avec du recul, gastriquement, ça a pas l'air d'avoir été facile. Par contre, les descentes, avec l'expérience qu'ils ont, ils les ont bien mieux encaissées. Ça ne les a pas dérangés pour remonter aussi vite les montées après tête au vent. D'accord. Donc là, s'il y a une chose à retenir pour toi, c'est les descentes. Ouais, les descentes, s'entraîner à descendre plus vite. Enfin, s'entraîner à pouvoir garder ce même rythme-là, mais de pouvoir enchaîner mieux derrière les montées. Ouais. Pour le coup, c'est quoi? Ça va être un travail aussi de force, un travail non spécifique en montant, en descente Bon, après, moi, ce que j'aime dans la pratique, c'est aussi le dénivelé, d'aller courir à plat. C'est pas ce qui m'attire, sauf là, pour la prépa 10 km, de sentir des bonnes sensations de vitesse et tout ça, c'est agréable, mais tu peux pas... Tu fais pas de travail de force en salle J'en ai fait assez ces 2 dernières années pour le ski alpi. Du coup, là, j'avoue que j'ai bien relevé le pied. Je voulais essayer de garder une fois tous les 10 jours, mais là... Depuis 3 mois, j'ai dû y aller 2 fois à la salle, donc non, je préfère le travail spécifique dehors. C'est tellement... Et puis comme je suis toujours à aller un peu dans le raid, à faire du dénivelé, ça se travaille tout seul. T'es pas encore prêt à faire cet effort-là, en tout cas pour cette saison? Plus maintenant, pas pour l'instant. J'ai trop donné de ce côté-là, non, j'ai envie de revenir aux envies, quoi. D'accord. Donc 6ème, c'est satisfaisant et c'est encourageant. Et demain, si je te dis tu peux faire un podium là sur la cour le 2e saison, mais il faut que tu fasses de la salle. De la salle? Non. Bon, si, avec un peu plus dans un an, genre peut-être que je le goût à retourner à la salle, mais... Ok, il faut laisser encore un petit temps. Ouais. Non, mais c'est... Et puis, justement, mes problèmes de loge, je pense que c'est un peu venu aussi à cause de la muscu. Donc, je suis pas forcément convaincu que pour moi, la muscu me correspond bien et me fait du bien. Enfin, je pense que c'est important d'avoir une bonne base de force, mais avec le ski et en vivant en montagne, tu travailles beaucoup sur le terrain, je pense. Il me vient un documentaire à l'esprit là, que je viens de regarder, c'est Léon Marchand. Ça deviendrait tu comprends, toi, des nageurs qui nagent dans une piscine et qui font de la muscu et qui voient... Non, moi je sais que je pourrais pas, mais on peut en revenir au triathlon. Quand on en parlait dans le train là, avec Baptiste en redescendant, les triathlètes aussi, ils ont une vie de fou. Peut-être, sur distance Ironman, c'est peut-être un peu différent, ça ressemble peut-être plus au trail, mais sur distance olympique, être à 6 heures dans le bassin, nager, faire des intensités tous les jours, aller à la muscu, aller courir, rouler, non, franchement, c'est quelque chose que je pourrais pas. Moi, j'ai besoin de
Eh ben, figure-toi que de moi, ça me profiter à la rappelle, montagne. c'était dur. Mais quand je le faisais, le matin, 6h à la piscine, aller travailler derrière, courir le midi, l'après-midi retravailler, le soir, bon, tu fais rien le soir parce qu'à un moment donné, et tu reprends tous les jours de séance, plus le week-end, les longues sorties. Mais avec du recul, ça m'a énormément apporté. Ouais, non, mais je pense que Je ne les referai pas en ce moment. non, mais quand tu travailles, enfin, moi aussi, je pense que me lever tôt pour avoir une activité avant d'aller au boulot, c'est quelque chose qui serait super important pour moi. Mais quand c'est un choix de faire, et de faire que ça de la journée, je préférerais aller travailler que de passer mes journées dans le bassin. Je sais pas, je revivrai pas ça parce que c'est trop, mais m'entraîner 20 heures par semaine, plus le travail, plus la vie de famille, etc. Ça m'a beaucoup, en fait, d'un point de vue cérébral, organisation, structuration, etc. Efficience, productivité, c'est dingue, ça change vraiment. Quand tu te fais une année comme ça, après si tu les enchaînes, ça peut être, là pour le coup, psychologiquement, ça peut être dur, et on peut se poser la question de mettre un peu de raison là-dedans, mais ça a vraiment apporté beaucoup de choses derrière. Maintenant, je te posais la question par rapport à toi, tu as vu d'un nageur qui fait beaucoup de muscu et qui fait de la piscine et qui ne va pas dehors, mais effectivement, pour parler de triathlète, t'as pas tort, c'est des maboules. Ouais, c'est pas... Enfin, typiquement pour le projet olympique, là, c'était... j'étais un peu dans cette démarche-là, mais non, c'est pas quelque chose qui m'attire sur le long terme, mais... Ça, en ayant un objectif, je pense que c'est motivant pendant quelques temps. Donc un beau 90 bien accompli, avec des points encore, des perspectives d'amélioration. Tu pensais dans le bon projet là pour le coup, par rapport à ce qu'on a démarré ce podcast en parlant de tout connaître toi, d'aller trouver ta performance optimale par rapport à ton gabarit, ta génétique finalement. Est-ce que tu sens là que tu es en train de toucher quelque chose qui correspond à tes envies déjà d'une, vraiment, et tes fibres intérieures? J'ai l'impression d'être fait aussi un peu pour ça. Voilà, avec le 90 que j'ai passé, je me dis qu'il y a quand même quelque chose à faire pour une première, un chrono. C'est ce que j'espérais faire, mais il y avait beaucoup d'incertitudes. Et du coup, ça m'a vraiment rassuré et ça m'a motivé pour la suite, pour essayer d'aller un peu là-dedans. La suite. Donc MCC à court terme en tout cas. Court et là, terme, il y aura plus d'intensité. Un petit peu plus. Un peu moins qu'aujourd'hui, mais un peu plus quand même. T'es content de ta montée aujourd'hui? Ouais, très content. Pareil, aujourd'hui, il y avait quand même un joli plateau, une belle densité. Et après le 90, j'ai très bien récupéré du 90. 2 jours après, je me sentais déjà tout neuf. mais nerveusement, je savais pas... sur les dernières intensités, ces derniers jours, j'avais l'impression d'avoir un petit manque de peps et de pas me sentir super bien, donc je me suis dit peut-être que ça va pas être génial. Et là ce matin, un petit peu dans le dur au début parce que c'est parti vite, mais une fois que j'ai pris mon rythme, après j'ai vraiment fait une super course et content, très content de la journée. D'ailleurs, je regarde l'heure, ça va être bientôt le podium, du moins la remise des prix, donc on va pas tarder à s'y rendre. On commence à discuter au micro. Et puis donc te féliciter pour cette belle saison, cette belle saison estivale, te souhaiter le meilleur pour la suite. Merci à toi. Si on devait clôturer cette conversation, tu dirais, tiens, je repars de notre discussion. Je vais la réécouter. Alors tu la réécouteras, tu me diras. Moi je retiendrai un truc, c'est le gars qui a pas mal chanté à côté, qui a pas mal sifflé là, donc j'ai entendu un peu les couverts, les assiettes, mais pas trop chanté. Puis là il y a le micro avec la remise des prix, là on les voit à côté. Donc on va pas tarder à s'y rendre. Si tu retiens une chose, toi, tiens, un enseignement de cette conversation, on a passé 1h30 à discuter, à dialoguer, qu'est-ce qui te revient en flash? Tu dis tiens, ça me plaît bien cette idée que j'ai évoquée sur moi, parce que tu parlais de confiance en toi, tu as parlé aussi d'un peu de peur aussi sur certains contextes, certains environnements. Est-ce que tu te dis, tiens, finalement, je repars avec un petit cadeau, avec un petit bonus, là, ce serait quoi? Surtout le propos des difficultés orales, on va dire. Je pense que je pense que c'est quelque chose qu'il faut que je continue à entraîner, à cultiver pour prendre un peu plus d'aisance. Et là, je suis content parce que tu m'as mis bien en confiance et bien à l'aise. J'ai réussi à exprimer ce que je voulais. Et des fois, c'est compliqué. T'as pas de Donc, je te remercie. Non. Que t'aurais aimé dire qu'on n'a pas abordé? Non, pas forcément. Non. Si on avait 3-4 heures de temps, on aurait pu aller encore plus en profondeur. Mais déjà, c'est
T'es pas le seul dans ce cas-là, je le disais tout à l'heure, mais je pense à Fred aussi, un Fred Tranchant qui à l'issue de notre conversation, et puis après on a discuté, d'y parler en public. C'est un programme, qu'on fait avec des sportifs de haut niveau, ça s'appelle Champion de ma vie. Donc je suis pas là pour faire un placement de pub parce qu'en fait c'est sur candidature et on a bien plus de demandes qu'on peut prendre de personnes. Mais voilà, c'est un programme justement pour aider les athlètes à raconter leur propre histoire, leur identité, leur parcours, parce que finalement on peut être réduit à des médailles ou réduit à une pratique ou à des bâtons dans le dos, que sais-je, tu vois, et on n'est pas juste ça, on est bien plus que ça. Donc j'espère que vous, en tout cas, vous avez apprécié la découverte. Ah ouais, je regarde le chrono, ça y est, là, on va t'appeler. Là. La découverte pour vous de Baptiste qui tente pas trop sa voix au micro, mais peut-être plus demain grâce à justement à cette émancipation. Et t'as un beau regard, t'as un beau sourire, maintenant t'as une belle voix, donc quoi de plus, hein. C'est ta chérie qui va dire attention pas trop parce que bientôt tu vas être trop médiatisé. Je vais pour la petite anecdote aussi, j'ai eu du mal à me lancer face cam, on va dire, sur les réseaux, lancer les petits. C'est dur. Ouais, c'est dur, et puis au final, j'ai vraiment du mal avec ma voix, et au final, je me suis rendu compte que dès les premiers essais, ça plaisait, donc les gens ont peut-être pas le même ressenti que moi. On l'aime, on l'aime pas, mais t'as une voix singulière, et rien que ça, au moins c'est une signature. Tu vois, c'est bon, c'est bon à savoir. Il y a des gens qui ont des voix, on aime, on n'aime pas, mais au moins c'est singulier, et c'est une signature, et ça fait toi ta singularité. Merci beaucoup pour l'invitation et pour m'avoir permis de m'exprimer sur ton podcast. Très bonne continuation, Baptiste. À toi aussi. Plein d'envie, plein de plaisir, et à nous le partager, ce beau sourire sur les courses. Merci beaucoup, à très bientôt.